Tout commence dans une forêt sombre et pluvieuse par une nuit sérieusement effrayante. Et au milieu de toute cette obscurité, un groupe de chevaliers lourdement armés avance à travers les bois. Ils finissent par trouver leur cible et le chef lui demande s'il s'est bien amusé à se cacher. Juste après ça, il s'en prend à notre protagoniste, le traitant de sale bête. Il ajoute que tromper les 5 chevaliers était une belle ruse, mais que sa comédie s'arrête là. Le chevalier lève alors son épée et dit à notre héros qu'il devrait être fier de se faire éliminer par lui. Même s'il est à terre, le vampire n'est pas décontenancé par les discours sur ses péchés et l'église. Mais avec un sourire narquois, le chevalier s'apprête à révéler un secret. Il s'avère qu'il n'a jamais voulu capturer notre gars et l'a laissé courir en liberté exprès. Il explique qu'il a rejoint la poursuite tardivement et l'a laissé en liberté tout ce temps parce que notre héros était un vampire rare et que le chevalier voulait se faire un nom en le capturant. Notre protagoniste réalise alors que ce monde est une jungle où les forts dévorent les faibles. Comme tout est déterminé par le pouvoir, il a toujours été en fuite, traqué par tout le monde. Cependant, sa tentative de se battre et de fuir est vaine et il est touché de plein fouet. La lame du chevalier le transperce alors qu'il se souvient avoir été pourchassé et acculé. Et malgré tout, le chevalier continue de jacasser sur le fait que sa simple existence est une insulte à l'église. Mais dans ces derniers instants, notre gars souhaite une seconde chance pour tout changer. Sur ce, il pousse un dernier cri d'agonie alors que sa vie s'éteint complètement. Soudain, notre protagoniste se réveille en sursaut dans un endroit totalement différent. Il regarde alors autour de lui, en sueur froide, se demandant ce qui a bien pu se passer. Il baisse ensuite les yeux sur ses mains et réalise que ses membres et son cou sont tous intacts. De plus, il remarque qu'il se trouve dans la même tente où il vivait avant d'être traqué par les chevaliers. En voyant les marques sur le bois, il comprend qu'il est retourné 6 mois dans le passé. Grâce à cela, notre protagoniste finit par comprendre, d'une manière ou d'une autre. Il a voyagé dans le temps. Il serre alors le poing, sachant qu'on lui a donné une seconde chance dans la vie. À partir de là, il explique qu'il vivait dans un village isolé de la forêt, loin des regards humains. À l'époque, il n'était qu'un faible vampire nommé Eugène qui vivait en se cachant et en survivant, jusqu'au jour où il a cédé à ses instincts, ce qui a attiré des mercenaires et des chevaliers à ses trousses. Et peu importe le temps qui passait, il le trouvait toujours, où qu'il aille. À cause de ça et terrifié à l'idée de se faire attraper, il a passé 12 ans à ne boire que le sang des bêtes sauvages. Maintenant de retour dans le passé, il n'a aucune idée de comment tout cela est arrivé, mais il décide de ne pas tout gâcher à nouveau. Eugène décide alors qu'il va devenir assez fort pour que personne ne puisse jamais le vaincre. Notre héros se dirige donc vers un marais et déclare qu'il va changer de stratégie de survie car les vampires absorbent le pouvoir du sang, et plus le sang est fort, plus il gagne en puissance. Et avec cette idée en tête, il attend que sa première cible finisse par apparaître. Soudain, le maître de la forêt, une créature géante et terrifiante, bondit droit sur lui. Même avec le monstre juste devant lui, Eugène ne montre aucune peur et se prépare à combattre. La bête attaque avec des pics et notre gars est projeté en l'air par l'impact. Il sait que son corps est faible, mais s'il peut juste lui faire une petite coupure, c'est tout ce dont il a besoin. Car alors, il pourra aspirer le sang de la créature et enfin commencer à devenir plus fort. Eugène bondit alors vers le monstre car son ancienne méthode de survie était un échec. Et maintenant que son ancienne tactique a échoué, il a désespérément besoin de plus de pouvoir. Notre héros utilise donc son épée et attaque la créature de toutes ses forces. Cependant, il est choqué de découvrir que sa lame n'a même pas pu percer la peau de la bête. Le monstre riposte alors avec un coup de queue qui brise son épée et le projette au loin. La créature frappe alors le sol de sa queue, projetant notre protagoniste dans les airs. Eugène s'écrase au sol, tout amoché, et réalise qu'il a peut-être sous-estimé son adversaire. Et juste devant lui, le maître de la forêt ouvre la gueule pour le dévorer d'une seule bouchée. Il s'avère que cette créature est un rôdeur, un monstre qui vit dans des royaumes magiques. De plus, certains d'entre eux possèdent des pierres magiques qui sont considérées comme des joyaux rares. Notre héros sait que la pierre est le cœur de la bête, mais la différence de puissance est tout simplement trop énorme. Il réalise alors qu'il a peut-être pris cette nouvelle chance à la légère, car le monstre est si fort qu'il pourrait l'achever avant même qu'il ne puisse lui faire une égratignure. La créature attaque alors avec tout ce qu'elle a, créant une vague d'énergie massive dans le marais. Eugène pense alors que, parce qu'il a eu une seconde chance, il s'est dit qu'une autre viendrait facilement. Cependant, il ne se surestime pas et sait qu'il ne peut pas commettre la même erreur qu'auparavant. C'est pourquoi il a toujours rampé et retenu son souffle juste pour rester en vie. Et même maintenant, il continue de se battre juste pour survivre un jour de plus. Mais cette fois, il a choisi de se battre de toutes ses forces juste pour continuer à vivre. Alors, il saisit la gueule du monstre à main nue et décide qu'il va se battre et gagner. Son corps brillant, notre héros sait que s'il ne gagne pas, il n'y aura pas d'autre chance. Il enfonce donc sa main dans la gueule du monstre pour lui arracher son noyau de puissance. Car pour Eugène, la survie se construit toujours sur le sang des autres et, avec un dernier effort, il parvient enfin à écraser la pierre de mana de la créature. Après la bataille, la nuit redevient calme et silencieuse dans la forêt. Soudain, une énorme explosion d'énergie illumine tout le marais. Il se souvient alors s'être juré que s'il avait une autre chance, il choisirait de se battre et de ne pas suivre la voie de la fuite comme il l'a fait toute sa vie passée.
Maintenant, au milieu des débris, notre gars s'est complètement transformé et arbore une toute nouvelle apparence. Il déclare qu'il conquérera à la fois le sang et la victoire. Un instant plus tard, notre protagoniste se tient seul sous le clair de lune. Il réalise que le mana de la pierre était bien plus puissant qu'il ne l'imaginait. De plus, il a acquis la capacité de couvrir sa peau d'écailles noires. Eugène révèle alors qu'il a découvert l'existence du monstre lorsqu'il a été capturé par des mercenaires. À l'époque, il avait bu le sang de la créature et avait réussi à s'échapper de là. Mais même avec son nouveau pouvoir, il sait qu'il n'est pas de taille face au chevalier, Jundori. C'est pourquoi il doit devenir plus fort pour combattre les paladins qui viendront le chercher. Voyant que le soleil est sur le point de se lever, notre héros décide de rentrer avant l'aube. Cependant, une voix mystérieuse l'arrête, le remerciant d'avoir éliminé le faux maître. Et des eaux du marais, une créature bleue émerge en remerciant notre protagoniste. Cependant, la créature dit qu'envahir sa demeure et souiller la terre de sang est un péché. Elle se présente alors comme la grande Myrian, protectrice de ce territoire, et menace même notre héros d'une malédiction qui mettra son corps en pièces. Mais la créature se révèle être une minuscule fée et se demande s'il peut seulement l'entendre. La fée est alors choquée lorsque notre protagoniste lui demande ce qu'elle est. Elle n'arrive pas à croire qu'il puisse la voir et Eugène répète la question une fois de plus. La petite créature lui demande s'il a tout entendu et il confirme que oui. Elle se présente alors comme Marianne, un esprit de Léo qui a été asservi pendant 15 ans. Mais elle explique que c'est grâce à lui que l'endroit peut enfin être purifié à nouveau. Pendant que Marianne parle, notre gars remarque qu'un de ses tatouages s'estompe. La fée l'interroge alors sur la marque et il dit qu'il ne sait pas, qu'elle a toujours été là. Il révèle aussi que depuis ses plus lointains souvenirs, il a 10 tatouages sur le corps. Comme il ne se souvient pas de son passé, il s'est juste concentré sur sa survie, en silence. Il se demande alors si les marques sont une sorte de sceau et si l'un d'eux vient de se briser. Marianne commence à paniquer, car cela fait longtemps qu'elle n'a parlé à personne. Elle se plaint ensuite que purifier le marais et le retransformer en lac va prendre un certain temps. Elle lui propose donc de lui servir de l'éau fraîche en guise de remerciement. Mais l'éau qu'elle produit n'a pas l'air du tout appétissante ou propre. Et malgré l'insistance de la fée, notre héros lui dit de dégager et ignore l'offre. Quelques jours plus tard, notre protagoniste arrive enfin dans un village appelé Broadwind. Soudain, un jeune homme court dans le village en criant que le monstre aux yeux rouges est arrivé. Le chef et les autres villageois sortent pour voir et sont choqués par la scène car au sol, ils trouvent un énorme tas d'animaux qui ont été récemment chassés. Un jeune homme demande alors ce que le monstre prépare, puisque ce n'est pas la pleine lune. Il s'avère que le monstre est notre héros, qui vit près du village depuis plus de 10 ans. Soudain, notre protagoniste sort de la forêt et demande s'il peut entrer dans le village. Au début, tout le monde avait peur de lui à cause de ses effrayants yeux rouges. Mais comme il apportait toujours de la nourriture, leur étrange relation a duré une décennie. Notre gars explique alors qu'il vivait loin parce qu'il était malade. Mais maintenant, il est guéri. Et comme il a reçu tant d'aide du village, il aimerait leur rendre toute leur gentillesse. Les villageois sont confus lorsqu'il leur dit de l'appeler. S'il arrive quoi que ce soit, il enlève alors son masque et se révèle à tous avec un sourire. La foule est sous le choc, complètement figée par la beauté de notre protagoniste. Il se demande si la créature était en fait un demi-elfe ou peut-être même un noble. Même le chef du village n'arrive pas à croire qu'il était si beau sous le masque. De retour dans la forêt, Marian lui demande pourquoi il a donné tout le gibier aux villageois. Elle ne comprend pas car pour une fée, les vampires ne sont que sang et trépas. Marian se plaint aussi qu'il n'a pas besoin des humains puisqu'il partira bientôt de toute façon. Eugène répond alors que parfois, il faut se soucier de ces choses, car s'il ne les arrête pas, des mercenaires vont envahir le village et tout le monde sera fichu. Il explique ensuite que les mercenaires viennent chercher un garçon du village et, ce faisant, ils vont éliminer tous les témoins et tous les villageois. Marianne est confuse et se demande s'il dit la vérité et comment il sait tout ça. Même après des jours passés ensemble, elle ne peut toujours pas lire dans ses pensées. La fée demande alors quel est le rapport entre la confiance et les mercenaires. Soudain, notre héros s'arrête de marcher et Myrianne lui rentre droit dans l'épaule. Elle se plaint de l'arrêt soudain et lui demande pourquoi il s'est arrêté d'un coup. C'est alors qu'elle regarde devant elle et voit ce qui se passe. Un groupe de mercenaires armés jusqu'aux dents apparaît sur la route forestière. Il voit notre protagoniste seul et pense que ce n'est qu'un simple villageois. Le chef commente alors que le gars a l'air fragile et n'est pas bien armé. Il ordonne donc à ses hommes de l'éliminer sans faire de bruit. Sur ce, l'un des mercenaires charge, une hache à la main, pour attaquer notre héros. Myrion crie de désespoir, terrifié par ce qui pourrait lui arriver. L'homme balance alors sa hache, mais notre gars est beaucoup plus rapide. Avec un regard froid et les yeux rouges brillants, il se prépare à riposter. En un clin d'œil, il tranche le mercenaire en deux sans aucune difficulté. Et pendant que le reste du groupe est sous le choc, il explique sa tactique à Myrion. Notre héros dit qu'ils doivent gagner la confiance pour ne pas paraître suspect. Et sur ce, il révèle qu'il va éliminer tous les mercenaires, ici et maintenant. Eugène continue alors d'expliquer son plan à la petite fée, Marianne. Il dit qu'il doit gagner la confiance des humains sans paraître suspect et, avec un sourire, il révèle qu'il va le faire en éliminant tous les mercenaires. Les hommes hurlent alors de terreur en réalisant que notre héros est un vampire. Cependant,
L'un d'eux rassemble son courage et dit que s'il le capture vivant, l'Église leur donnera une récompense. Mais sa cupidité ne dure pas longtemps car notre protagoniste le foudroie du regard avec ses yeux rouges. Le mercenaire est projeté en l'air et les autres réalisent qu'il n'est pas un type ordinaire. Malgré tout, il continue d'attaquer et l'un d'eux crie que la tête du vampire est à lui. Cependant, notre héros est bien trop rapide et parvient à esquiver toutes leurs attaques. Puis une brute énorme avec une masse gigantesque charge notre gars. L'homme crie qu'il va tous les aplatir avec son arme surpuissante, mais il est choqué quand notre protagoniste bloque l'attaque d'une seule main. Eugène dit alors que le jour s'assombrit et que la nuit est son moment de briller. Il utilise alors ses griffes et achève le mercenaire d'un seul coup. Il profite de l'obscurité et dit que la nuit est le meilleur moment pour faire couler le sang. Le chef du groupe crie alors à ses hommes de ne pas attaquer à l'aveuglette car c'est un monstre. Soudain, les villageois arrivent avec des torches et sont horrifiés par la scène. Ils n'en croient pas leurs yeux devant le bain de sang qu'ils ont trouvé au milieu de la forêt. Le chef du village regarde alors les corps éparpillés et se demande comment cela a pu arriver. Méfiant, il lance un regard noir à notre héros et lui demande si c'est lui qui a fait ça. Cependant, notre héros nie tout et dit qu'il a trouvé les corps en rentrant de la chasse. Il montre alors sur le côté et dit que les coupables sont d'autres types et à la surprise générale, les coupables sont une meute de loups sanguinaires. Notre gars explique qu'il a éliminé quelques loups, mais que ceux qui se sont échappés pourraient encore être dans les parages. Un des villageois confirme alors qu'il y a des marques de griffes sur les corps des mercenaires. Un autre homme crie aussi qu'ils ont tous été attaqués par une meute de loups. Le chef s'excuse alors auprès de notre héros de l'avoir suspecté sans raison. Il suggère alors d'enterrer les corps au village, mais Marian le traite de menteur, car les loups ne sont venus que pour nettoyer les restes après avoir tout senti et qu'il a fait les marques sur les corps lui-même pour brouiller les pistes. La fée se demande alors pourquoi il se soucie autant de son image auprès des humains. Soudain, notre protagoniste trouve quelque chose dans la poche de l'un des mercenaires morts. Il tend alors une lettre au chef et lui demande s'il veut bien la lire. L'homme reconnaît le sceau du seigneur Taïwan et est choqué par ce qui est écrit à l'intérieur. Les yeux écarquillés, il n'arrive pas à croire ce qu'il vient de lire. Désespéré, il crie le nom de Pello et demande si le garçon est au village en ce moment. Il s'avère que Pello pourrait être le fils illégitime du puissant seigneur T1. Notre héros se souvient alors des paroles du chef des mercenaires à propos du garçon. L'homme était surpris par la force d'Eugène et se demandait d'où il venait. Mais notre protagoniste ne lui a pas laissé le temps de réfléchir et s'est déchaîné sur lui. Malgré tout, le chef des mercenaires crie à ses hommes de ne pas hésiter et de se battre. Il dit que même si notre héros est un monstre, il a toujours 2 bras et 2 jambes. Mais l'homme réalise bientôt qu'ils ne peuvent même pas fuir le vampire. Il décide donc d'attaquer lui-même et charge à toute vitesse sur notre protagoniste. Avec un regard froid et déterminé, notre héros se prépare pour l'affrontement final. Il lui assène alors un puissant coup de poing en plein visage. Et sous la force du coup, l'homme est projeté contre un arbre. Notre gars repousse alors le mercenaire d'un coup de pied, mettant fin au combat. Le chef le supplie alors d'arrêter, car il ne peut plus supporter de se faire battre. Allongé au sol, il demande si notre héros les attendait depuis le début. L'homme dit qu'il avait juste une affaire au village et ne voulait pas de problème. Cependant, notre protagoniste déclare que le village est à lui et veut savoir ce qu'il y voulait. Désespéré, le mercenaire dit qu'il ne savait pas qu'un seigneur vampire régnait sur le village. Il explique qu'ils sont venus chercher le fils illégitime de la famille Taïwan qui se cachait là. Mais notre héros ne le croit pas et demande quel est leur véritable objectif. Et avec un sourire narquois, il demande s'ils n'avaient pas l'intention d'anéantir le village entier. L'homme avoue alors qu'ils ont été engagés par les fils légitimes du seigneur Taïwan et qu'ils sont venus en grand nombre au cas où quelque chose tournerait mal. Notre protagoniste réalise alors que le chevalier blond était parmi ceux qui ont tout manigancé et que ce chevalier était Bertal Théon, le chef de l'équipe de poursuite des vampires. Il comprend que Bertal savait que la cupidité des mercenaires mènerait à un massacre. Et c'est ce massacre qui a fini par le faire découvrir par les saints chevaliers. Pendant ce temps, le mercenaire continue de supplier, disant qu'il ne l'aurait jamais fait s'il avait su. Notre héros lui dit alors de ficher le camp et l'avertit de faire attention aux loups en chemin. L'homme est choqué et commence à le remercier de lui avoir laissé la vie sauve, mais notre gars ne lui pardonne pas et l'achève d'un coup fatal au cou. Marianne lui demande alors pourquoi il l'a éliminé après avoir obtenu toutes les informations. Il répond qu'il ne peut pas le laisser vivre puisque son identité de vampire a été découverte et, comme par hasard, la meute de loups apparaît, attirée par l'odeur ambiante. Pendant ce temps, le chef confirme que les mercenaires sont venus chercher Pela pour l'emmener au château. Ils se souviennent que la mère de Pela est décédée et qu'il vit seul depuis. Notre héros propose alors d'emmener le garçon au château en toute sécurité. Il dit que, comme il vit dans la forêt, il peut l'escorter et éviter les bêtes en chemin. Le chef du village est surpris et dit qu'il ne pourrait jamais lui demander une telle chose, mais notre gars dit qu'un chevalier ne peut ignorer cela et Marianne le traite d'effronté. La petite fée reste complètement sans voix devant l'audace de notre protagoniste. Les villageois sont également sous le choc et le chef balbutie le mot chevalier. Marianne continue de halluciner et n'arrive pas à croire ce qu'elle vient de l'entendre dire. Avec un sourire, il dit que ses présentations sont un peu tardives. Puis il se présente comme étant Yann Eugène et à la surprise de Marianne, les villageois le croient. Il explique à Marianne que les gens du village n'ont jamais vu de vrais nobles.
C'est pourquoi il ne verrait pas la différence même s'il prétendait en être un. Les villageois commencent alors à lui poser un tas de questions sur son passé dans la forêt. Notre héros répond simplement qu'il avait ses raisons pour couper le contact avec les gens. Le chef dit alors que le village est pauvre et n'a pas les moyens de payer ses services, mais notre protagoniste dit que ce n'est pas un problème et demande à rester au village pour une nuit. Le lendemain, il se tient près de la fenêtre et teste sa nouvelle capacité contre la lumière du soleil. Avec ses yeux rouges, il regarde ses mains se transformer en écailles noires. Il remarque que les écailles bloquent assez bien la lumière, ce qui facilitera son voyage. Marianne le traite alors d'idiot et lui demande pourquoi il a menti comme ça. Notre héros dit que ça n'a pas d'importance puisqu'il part bientôt et que personne ne le découvrira. Mais la fée est insistante et lui demande quel est son véritable objectif dans tout ça. Avant qu'il ne puisse répondre, un des villageois l'informe qu'ils sont prêts à partir. Il explique ensuite que les titres sont plus fiables que les longues explications et qu'un titre réduit le nombre de mensonges qu'il doit dire de 100 à seulement 10. Notre héros sait que de vrais nobles ne tomberaient pas dans le panneau d'un mensonge aussi hâtif. C'est pourquoi à partir de maintenant, il va faire tout ce qu'il peut pour faire de ce mensonge une réalité. Le chef lui remet alors une lettre d'introduction et lui demande de prendre soin de Pello. Le jeune Pello se présente alors et dit que c'est un plaisir de le rencontrer. Notre héros et Pello quittent donc le village et se mettent en route pour le château. Pendant leur voyage, notre protagoniste et Pello suivent une longue route à travers les montagnes. Lorsqu'ils aperçoivent un village, Pello demande si c'est Brami et notre héros confirme que oui. Notre garçon lui demande alors s'il sait lire et Pello répond que sa défunte mère le lui a appris. Il explique que l'homme que sa mère aimait lui a appris à lire et à écrire. Marianne suggère alors que notre héros demande à Pello de lui apprendre à lire aussi. Pello est surpris quand il lui demande s'il peut lui apprendre à lire. Le jeune homme se demande pourquoi un chevalier comme lui ne sait pas lire. Notre protagoniste invente alors une histoire sur sa famille qui a connu des temps difficiles il y a longtemps. Il continue son jeu d'acteur et marche d'un air abattu devant le garçon, car il sait qu'une fois qu'il aura la confiance de Pello, cela couvrira tous ses mensonges. Marianne est impressionnée par son jeu et le complimente sur sa performance, mais elle le prévient que s'il ment trop, les gens commenceront à se méfier. Les yeux de Pello commencent alors à briller et notre héros se rend compte qu'il a déjà gobé toute l'histoire. Le jeune homme s'excuse et dit qu'il ne lui a pas fait confiance au début à cause des rumeurs. Il admet que tout le monde au village le traitait de monstre et que cela l'a influencé. Mais à partir de maintenant, Pello dit qu'il croira ce qu'il voit de ses propres yeux. Le garçon propose même d'apprendre à lire à notre héros petit à petit, dès qu'ils auront le temps. Soudain, notre protagoniste utilise sa magie pour créer une dague de glace et, d'un geste rapide, il poignarde Pello en plein œil sans aucune pitié. Le jeune homme hurle de douleur alors que notre héros bloque l'attaque surprise venue du milieu de la route. Mais en réalité, il a juste imaginé tout ça pour tester la réaction du jeune Pello. Il s'avère qu'ils ont vraiment été attaqués par un groupe de bandits sur la route. Pello est terrifié et n'arrive pas à croire qu'ils se font agresser. Le chef des bandits sourit alors et dit que leurs visages effrayés lui font gagner du temps. Il leur ordonne ensuite de donner tout ce qui a de la valeur, sinon ils le regretteront. Mais avant qu'il ne puisse finir sa phrase, notre héros l'attaque avec son épée. D'un seul coup, notre protagoniste élimine le chef des bandits. Pello est choqué et figé sur place. Ne comprenant pas ce qui se passe, l'un des bandits hurle de désespoir en voyant son frère se faire tuer juste devant lui. Notre héros dit alors qu'ils ont fait ce qu'il a demandé, rapidement et efficacement. Le bandit, furieux, charge alors notre garçon avec une hache, mais il ne fait pas le poids et notre protagoniste l'abat avec son épée sans pitié. En un clin d'œil, il pivote et élimine un autre bandit. Le dernier bandit supplie alors pour sa vie et implore de ne pas être éliminé. Mais notre héros ne lui pardonne pas et se prépare pour le coup de grâce d'un geste rapide. Il achève le dernier bandit sans hésitation. Il regarde ensuite les corps éparpillés et dit qu'il ne comprend pas les humains. Il se demande pourquoi ils essaient toujours de voler et de blesser les plus faibles. Et avec le dernier bandit entre ses mains, il demande s'il est normal de blesser les faibles. Finalement, il se tourne vers Pello et lui demande s'il comprendra ces choses une fois qu'il saura lire. Pello est sans voix et complètement choqué par la question de notre protagoniste. Notre héros lui rappelle alors qu'il a dit qu'il croirait ce qu'il verrait de ses propres yeux et, d'un air sérieux, il dit qu'il ne laissera pas une seule goutte de sang toucher Pello. Après un moment, ils arrivent enfin dans la ville de Brami et explorent les lieux. Là, ils voient un vendeur faire la publicité d'herbes rares du donjon du Nord pour 20 pièces. À un autre étal, un client se plaint du prix, disant qu'il l'a trouvé moins cher ailleurs. Marianne est fascinée par la ville et toutes les choses géniales qu'elle y trouve. Pello avertit notre héros d'être prudent car les marchands y sont impitoyables. Il dit que le chef du village est toujours troublé quand il vient en ville, mais notre protagoniste dit qu'il a besoin d'argent avant de pouvoir s'en préoccuper. Il demande donc à Pello d'attendre et entre dans une boutique de cuir et de fourrure. Il propose alors les peaux des loups qu'il a chassés et demande une estimation au commerçant. L'homme est surpris de voir que c'est du cuir de loup sanguinaire et qu'il en a apporté une si grande quantité. Il toise alors notre héros de la tête aux pieds d'un air méfiant et, à en juger par ses vêtements usés, le commerçant se dit qu'il est un vagabond avec un sourire malicieux. Il se rend compte que notre protagoniste est la cible parfaite à arnaquer. L'homme offre alors 18 pièces d'argent en prétendant que le cuir est très abîmé. Notre héros le foudroie alors du regard, ses yeux rouges brillant intensément, et d'un geste rapide,
il attrape le commerçant par le col et le surprend. Il est terrifié et se demande pourquoi les yeux de ce type sont si rouges. Effrayé, le commerçant balbutie que le cuir de loup sanguinaire est rare et en quantité limitée. Il demande à notre héros de se calmer et de régler les choses par la parole. Il laisse alors échapper un rire nerveux et dit qu'il sera généreux et augmentera l'offre à 23 pièces. Notre protagoniste le fixe simplement d'un regard froid et perçant sans dire un mot. L'homme commence à transpirer et augmente l'offre à 25 pièces. Pello, désespéré, crie 28 pièces pour essayer d'aider à la négociation, mais notre héros reste silencieux et le commerçant se demande combien il veut de plus. Finalement, l'homme offre 30 pièces d'argent et notre protagoniste accepte l'offre. Plus tard dans la nuit, ils installent leur campement et notre héros essaie de lire un ancien parchemin. Il dit que Pello lui a appris les bases, mais qu'il est encore loin de lire correctement. L'écriture lui apparaît comme un tas de gribouillis et il se sent frustré. Marianne complimente alors ses nouveaux vêtements, disant qu'ils ont l'air corrects pour le prix payé. Elle est surprise que le marché ait été si généreux avec eux lors de leur première visite. La fée se plaint alors qu'il aurait dû insister pour avoir plus et acheter des vêtements en soie, mais notre héros dit qu'il a juste besoin de quelque chose pour bloquer la lumière du soleil. Marianne dit alors que les vampires sont les nobles parmi les nobles et qu'ils doivent avoir de l'ambition. Notre protagoniste lui demande comment elle en sait autant et elle répond qu'elle l'a appris dans le royaume des esprits. Elle lui conseille d'étudier la littérature ancienne, mais notre héros dit qu'il ne sait pas lire. Soudain, Pello apparaît et l'appelle, sortant notre héros de ses pensées. Le jeune homme demande alors avec un sourire étrange à qui il parlait. Notre héros esquive en disant qu'il se parlait à lui-même et demande si Pello va bien. Il dit que les gens ordinaires n'ont pas l'habitude de voir des corps comme ça. Pello lui dit alors de ne pas s'inquiéter, car il a encore beaucoup d'énergie. Et avec un sourire, il dit qu'ils ont beaucoup de papier et qu'il peut lui apprendre à lire autant qu'il le souhaite. Les deux passent donc la nuit autour du feu de camp pendant que Pello instruit notre héros. Notre protagoniste est surpris de la facilité avec laquelle il apprend et demande si c'est normal. Pello dit alors qu'il est extraordinaire, car il faut généralement un an pour apprendre. Après la leçon, notre héros demande à Pello s'il se sentira bien en devenant le fils d'un noble. Le jeune homme dit que sa mère ne lui a jamais vraiment expliqué et qu'il n'a pas encore tout à fait réalisé. Il admet aussi qu'il ne s'attendait pas à ce que le seigneur Taïwan l'accueille à bras ouverts. Soudain, un groupe de chevaliers s'approche de leur campement dans la forêt. Le chef du groupe les salue et demande s'il peut poser une question. Notre héros se lève et se met en alerte alors que les hommes armés se rapprochent. L'homme note alors qu'ils sont de vrais mercenaires, pas comme ceux d'avant. Il sait que s'il ment, cela éveillera les soupçons, alors il décide de dire la vérité. Le chef du groupe dit alors qu'il se dirige également vers le château et demande à camper avec eux. L'un des plus jeunes chevaliers se plaint de la décision, mais le chef le réprimande. Il s'excuse ensuite et dit que le jeune homme est nouveau dans le groupe et ne sait pas comment se comporter en société. Le chef se présente alors comme étant Partek et demande qui est notre protagoniste. Le chevalier rit, ne croyant pas que notre héros soit un vrai chevalier. Il demande alors si notre héros est réellement un vrai chevalier. Le jeune homme rit et dit qu'il n'a jamais entendu parler de la maison Eugène de toute sa vie. Et avec un sourire malicieux, il accuse notre protagoniste d'être un imposteur. Notre héros réalise alors qu'il ne peut plus mentir, puisqu'il a déjà dit à Pello qu'il était un chevalier. Il comprend que si cela continue, les choses vont devenir très compliquées, d'un regard froid, il pense qu'il pourrait simplement tous les éliminer, car ils ne sont pas si nombreux. Soudain, Partek attrape l'épaule du jeune chevalier et l'appelle Rabin. Puis il lui assène un puissant coup de poing en plein visage devant tout le monde. Le coup est si fort que Rabin est projeté en arrière et heurte violemment le sol. Partek s'incline alors et s'excuse pour l'impolitesse de sa recrue. Notre héros lui dit d'oublier les excuses et de simplement trouver une place. Il sait qu'à partir de maintenant, il sera souvent suspecté à cause de son identité et pour éviter des soupçons inutiles, il doit devenir chevalier au plus vite. Plus tard, Rabin se réveille en sursaut, ne comprenant pas bien ce qui s'est passé. Il se lève, confus, et se demande pourquoi il a attaqué notre protagoniste. Partek le traite alors d'imbécile et dit qu'il n'a aucune envie de vivre. Il le réprimande et lui dit qu'il devrait le remercier de lui avoir sauvé la vie. Partek explique alors qu'il ne peut pas juger sur les apparences et qu'il ne voit pas ce qui est juste devant lui. Et d'un air sérieux, il demande si Rabin a la moindre idée de combien coûte la cape que porte notre héros. Il s'avère que c'est une cape de haute qualité renforcée avec du cuir de lycanthrope super rare. Il dit que la moins chère coûte plus de 10 pièces d'argent, soit 3 fois le salaire de Rabin. Et le fait que notre héros sache lire signifie qu'il n'est pas un homme ordinaire. Partek explique qu'il était sur le point de dégainer son épée et qu'il aurait tous été fini. Rabin est choqué et demande comment il sait tout ça avec autant de détails. Le chef révèle alors qu'il a observé notre protagoniste se préparer à attaquer. Il a vu notre héros mettre sa main à l'intérieur de sa cape, se préparant à dégainer son épée. S'il avait eu une seconde de retard, la tête de Rabin aurait été tranchée. Partek dit alors qu'il n'a aucune idée à quel point un chevalier peut être terrifiant. Il explique qu'un chevalier s'entraîne avec une épée en bois depuis sa naissance. Ils entrent dans des donjons inconnus et tuent des monstres sans peur, et seuls ceux qui versent beaucoup de sang et attirent l'attention des nobles sont finalement adoubés lors d'une grande cérémonie spéciale. Partek dit qu'usurper l'identité d'un chevalier est un crime grave et un énorme problème, car quelqu'un qui se révèle être un chevalier à 20 ans doit avoir des compétences considérables.
Rabin demande alors si cela signifie qu'il est plus fort que le chef d'escouade. Il a aussi entendu dire que le donjon nouvellement découvert pourrait bientôt être ouvert. Notre héros surprend toute la conversation et se rend compte que le titre de chevalier a beaucoup de poids. Il trouve aussi étrange que la famille Taïwan ait engagé des mercenaires au lieu d'utiliser ses propres soldats. Soudain, Pello remarque que notre protagoniste se dirige vers les mercenaires et, avec un sourire, il s'approche de Partek et dit qu'il a entendu dire qu'il allait au château. Il propose alors qu'ils voyagent ensemble puisqu'ils se dirigent vers la même destination. Rabin est captivé par la beauté de notre héros et Partek est complètement confus. Après quelques jours, ils arrivent enfin au village de Martella dans l'État de Taïwan. Notre protagoniste est soulagé que les mercenaires aient cru à son histoire, mais il sait que les vrais ennuis vont commencer maintenant. Marianne apparaît alors et dit qu'elle a espionné les mercenaires comme il l'avait demandé. Elle a découvert que la santé du seigneur Taïwan est si mauvaise qu'il pourrait mourir à tout moment et qu'un nouveau donjon a été découvert, mais la famille n'a pas l'argent pour l'explorer. Notre héros devient pensif à l'idée de l'ouverture d'un nouveau donjon dans la région. Marianne demande alors ce qu'il adviendra de Pello si le seigneur Taïwan décède. Elle craint qu'il ne redevienne orphelin, mais notre héros dit que ce n'est pas son problème. La fée se met à pleurer, craignant que Pello ne soit éliminé par ses frères pour rien. Notre protagoniste réalise alors que le seigneur Taïwan a convoqué Pello pour le voir une dernière fois. Et avec ça, il comprend que leur destin, à lui et à Pello, sont sur le point de changer d'une manière ou d'une autre. Après encore un peu de voyage, ils atteignent enfin leur destination et devant eux se dresse l'imposant château des Roses, la demeure du seigneur Taïwan. En entrant dans le château, ils sont impressionnés par la grandeur des lieux. Marianne s'enthousiasme et dit que notre héros doit gravir les échelons et vivre dans un château comme celui-ci. Mais il lui dit de se taire et d'entrer car ils ont des choses plus importantes à faire. Soudain, un garde les arrête et leur demande ce qu'ils font au château. Partek se présente alors comme un mercenaire de la guilde Phalan et demande qui il est. Soudain, un homme blond se présente comme étant Kamara, l'héritier de Taïwan. Il demande si la marchandise est dans la charrette et Partek confirme que oui. Kamara remarque alors notre héros qui se tient là et lui demande pourquoi il ne bouge pas. Notre protagoniste se présente comme le chevalier Yann Eugène, laissant Kamara surpris. Mais avant qu'il ne puisse présenter Pello, son frère Bertel apparaît soudainement. Notre héros reconnaît la voix familière et se souvient de son passé douloureux. Bertel s'approche alors et dit que c'est son devoir en tant que protecteur du château. Il s'avance avec un air de supériorité et un emblème de rose sur sa poitrine. Notre protagoniste ne peut oublier la voix de celui qui l'a tant tourmenté. Il se souvient du moment où il a été découvert alors qu'il se cachait dans la forêt et comment il a été poursuivi sans relâche par Bertel et Jundori. Il regarde alors le chevalier Bertel Taïwan avec un regard de haine et de vengeance. Bertel est le deuxième fils de la famille Taïwan et un chevalier de lignée directe. Kamara demande alors ce que son frère fait là et il répond avec sarcasme. Bertel dit qu'il sait très bien ce qu'il voulait dire par cette question. Notre héros interrompt alors leur dispute et s'immisce dans la conversation des frères. Il remet la lettre du chef du village et dit qu'il est venu sur ses ordres. Bertel est surpris d'entendre le nom du village et prend la lettre avec curiosité, puis toise notre protagoniste de la tête aux pieds d'un air méfiant. Kamara arrache alors la lettre des mains de son frère pour y jeter un œil. Il reconnaît le nom du chef du village, mais Bertel reste méfiant. En lisant la lettre, Kamara est choqué par la nouvelle de la mort du mercenaire. Il réalise alors que le garçon à côté de notre héros est le fils illégitime de son père. Pello se présente timidement et Kamara le salue avec un sourire moqueur. Bertel dit alors qu'il attendait Pello et que son père veut le voir. Avec un faux sourire, il leur ordonne d'emmener le garçon pour le laver et l'habiller. Pello est emmené par les gardes pendant que Bertel le regarde avec satisfaction. Notre héros l'interrompt alors et dit qu'il veut d'abord discuter de la récompense. Il exige une rencontre avec le seigneur Taïwan, mais Bertel refuse catégoriquement la demande. Avec un regard haineux, il dit que c'est impossible et que notre héros ne peut pas le voir. Il explique que l'état de son père est critique et lui propose de le payer en or pour qu'il parte. Mais notre protagoniste ne recule pas, disant qu'il cesse de donner beaucoup de mal pour amener Pello. Bertel le menace alors et lui dit de ne pas le forcer à se répéter. Kamara intervient alors et demande quel est le problème avec une brève rencontre. Mais Bertel insiste sur le fait que son père peut à peine rester éveillé et ne peut pas recevoir un étranger. Les deux frères commencent alors à se disputer et à s'échanger des piques devant tout le monde. Bertel regarde son frère avec colère et lui dit de ne pas déformer ses propos. Kamara s'excuse alors auprès de notre héros pour la scène et pour l'attitude de son frère. Avec un faux sourire, il lui dit au revoir et dit à notre protagoniste de rentrer chez lui en toute sécurité. Kamara s'approche alors de Pello et lui propose de le guider à travers le château en tant que son nouveau frère. Voyant cela, notre héros se rend compte que Bertel ne le laissera vraiment pas rencontrer le seigneur. Soudain, une voix grave interrompt la conversation, appelant le deuxième fils de Taïwan, et un homme robuste aux cheveux roux apparaît, portant deux types sur ses épaules. Il jette alors les hommes à terre et dit avec un sourire narquois qu'il les a surpris en train de piller les villageois. Il suggère que l'un d'entre eux soit puni pour l'exemple. Bertel s'énerve car ils n'étaient que des mercenaires temporaires pour le donjon. L'homme suggère alors de parler à l'intérieur pour éviter les regards indiscrets de tout le monde. Partek reconnaît alors l'homme et se demande s'il ne s'agit pas du célèbre Sir Galfredic. Notre protagoniste devient curieux et demande à Partek s'il le connaît.
Le mercenaire explique qu'il s'est classé 3e dans un grand tournoi organisé par la famille Evergros. De plus, c'est un chevalier très prometteur doté d'une force et d'une technique excellente. Et le jour du tournoi, il a vaincu à lui seul plus d'un millier de concurrents grâce à sa puissance. Partek se demande alors pourquoi un homme aussi puissant viendrait dans un endroit pareil. Il soupçonne que la raison est le nouveau donjon qui a été découvert dans la région. Puisque conquérir un donjon en premier apporte beaucoup de gloire et que c'est une tâche dangereuse, Galfredic veut probablement utiliser cela pour être adoubé par une plus grande famille. Notre héros se tourne alors vers Partek et lui demande si son contrat se termine aujourd'hui. Avec un sourire, il offre un nouveau travail au chef des mercenaires, et Bertel comprend que son frère Camara veut nettoyer le donjon pour gagner le soutien du peuple. Dans son bureau, Camara réfléchit à ce qu'il doit faire, car il ne peut pas engager n'importe qui. Soudain, un de ses serviteurs l'informe que Sir Eugène demande à le voir. Il se souvient alors que c'est le chevalier qui a amené Pello et dit au jeune homme d'entrer. Notre héros entre dans le bureau et Camara le salue formellement. L'homme dit qu'il peut être tranquille car Pello est en sécurité et sera récompensé. De plus, il remercie notre garçon d'avoir remis la lettre devant son frère. Camara est heureux car grâce à cela, il peut garder la tête haute. Notre protagoniste dit qu'il avait juste affaire au Seigneur et qu'il ne s'attendait pas à une tierce personne. L'héritier est alors surpris et commence à comprendre la manœuvre de notre héros. Il demande si notre garçon veut voir son père, mais il répond qu'il a plutôt une proposition à faire. Eugène demande alors à être inclus dans l'escouade de soumission du donjon. Notre protagoniste retient un rire alors que Camara le regarde d'un air sérieux. Soudain, l'héritier se met à rire aux éclats face à la proposition inattendue de notre héros. Il trouve tout cela très amusant et demande avec un sourire s'il est vraiment un chevalier. D'un air moqueur, il répète la question en doutant de ses capacités. L'homme dit qu'il a entendu parler des 5 bandits et demande s'il ne cherche qu'une réputation. Mais notre héros répond que pour lui, la proposition n'a aucun inconvénient. Il explique alors qu'il veut 100 pièces d'argent et la moitié du butin du donjon. Camara est perplexe car l'offre est bien en dessous du prix actuel du marché. Et avec un sourire, notre garçon dit que ce n'est pas lui qui est pressé, mais Camara. Camara lui demande alors ce qu'il veut et notre héros répète son offre précédente. L'héritier trouve la proposition trop bon marché, ce qui le rend très méfiant. Il pense alors que les chevaliers vivent pour l'honneur et que notre garçon n'a aucun soutien et comme il ne veut pas d'argent, la gloire doit être tout pour un chevalier comme lui. De plus, Camara commence à réfléchir à tout ce qu'il a entendu sur notre protagoniste. Notre héros dit alors avec un sourire que ce n'est pas lui qui est pressé, mais Camara. L'héritier est choqué par l'audace de notre protagoniste pour avoir dit cela. Mais peu après, il se met à sourire et se rend compte que le jeune homme est assez malin car il sait exactement quoi dire et n'est pas n'importe quel chevalier. Alors, Camara accepte l'accord car il n'y a aucune raison de refuser une si bonne offre. L'héritier tend alors la main pour conclure l'affaire avec notre protagoniste. Il pense que les pierres magiques sont difficiles à purifier, mais que les parties de monstres se vendent bien. Partek dit alors qu'il peut le présenter à une guilde et de ne demander que les parties car ainsi, le seigneur Camara n'aura aucune raison de refuser l'accord. Bertel se plaint alors à Galfredic que le donjon n'est pas un terrain de jeu pour enfants. Il explique qu'à l'intérieur, une seule erreur peut être fatale, car c'est tuer ou être tué. Et pour cette raison, il n'acceptera pas d'amateurs dans le groupe, surtout un qui a été trouvé par son frère. De plus, il sait que Camara n'a aucun lien avec la noblesse locale. Bertel lui dit alors de parler à notre héros lui-même s'il a un problème. Puis Bertel s'approche et dit qu'il était juste en train de parler avec le nouveau chevalier. Bertel présente alors notre héros, Yann Eugène, et ses mercenaires au groupe. Bertel est choqué de voir que le type d'avant est le chef d'un groupe de mercenaires. Avec un sourire moqueur, il dit qu'ils ne peuvent pas accepter un étranger sans compétences, mais Camara l'interrompt et dit qu'il peut au moins garantir ses compétences. L'héritier explique qu'il a entendu parler par son nouveau frère des bandits à la frontière et qu'il a entendu dire que notre héros les a tous éliminés avec une seule dague sur son chemin. Soudain, Bertel lance une dague sur notre protagoniste pour le tester. D'un mouvement rapide, notre héros parvient à l'esquiver et à planter la dague dans le mur. L'arme lui frôle le visage et frappe le bois juste derrière lui. Galfredic sourit alors et s'approche de notre protagoniste pour le provoquer. Il s'excuse ensuite pour sa grossièreté antérieure et s'approche avec un regard de défi. Le chevalier dit qu'il ressemble à un jeune maître avec sa peau pâle et sans cicatrice. Avec un sourire narquois, il met alors notre héros au défi de lui montrer ce dont il est capable. Les deux se préparent donc pour un duel dans la cour du château devant tout le monde. La nouvelle se répand et tout le monde est excité de voir le duel de Sir Galfredic. La foule se demande s'il est même humain car on dit qu'il déchire les monstres à main nue. Tout le monde est impatient de voir ce que le troisième du tournoi peut faire et même sans savoir qui est l'adversaire, ils ont déjà pitié de notre protagoniste. Mais notre héros n'est pas décontenancé et se prépare au combat avec un air confiant. Galfredic dégaine alors son épée avec un sourire et se prépare pour le duel contre notre héros. Avec un regard sérieux et déterminé, Galfredic fait face à notre protagoniste, mais notre héros n'est pas décontenancé et le regarde en retour avec une expression calme. Il se retourne alors et se prépare pour le duel qui va commencer. Soudain, notre garçon laisse tomber son épée au sol, choquant Galfredic par son action. Un homme lève alors la main et annonce que le combat est prêt à commencer.
Puis un garde sonne une cloche géante et le duel commence enfin. Notre héros charge alors à toute vitesse sur son adversaire. Peu après, les deux croisent le fer et des étincelles jaillissent de partout. Le bruit du métal qui s'entrechoque résonne dans toute la cour du château. Le combat continue avec les deux se déplaçant rapidement autour de l'arène de combat. Galfredic sourit alors et lui fait signe de se battre d'un geste de la main. Avec une série de coups, notre protagoniste est repoussé par la force de l'attaque. Rabin s'excite et demande si Eugène est en train de gagner, mais Partek dit non. Il explique que Galfredic ne fait que tâter le terrain et se laisser porter par le courant. Pendant ce temps, le chevalier continue d'attaquer avec un sourire aux lèvres. Il remarque que le style de notre héros est plus rude que prévu et n'a aucun schéma. C'est pourquoi il trouve le style de combat de notre garçon sauvage est complètement imprévisible. Notre protagoniste se rend alors compte de la véritable intention de son adversaire. Avec un sourire, Galfredic l'accuse de mentir sur le fait d'être un vrai chevalier. Avec un sourire en coin, Galfredic dit que notre héros n'a jamais été entraîné et ne compte que sur la force brute. Notre garçon répond alors que la maîtrise de l'épée n'est pas tout pour un vrai chevalier. Il attaque alors de toutes ses forces en disant que son adversaire parle trop pendant un combat, mais le chevalier se contente de sourire et le met au défi de le battre pour qu'il se taise. Les deux continuent donc à se battre en échangeant une série de coups puissants. Galfredic utilise alors sa force et parvient à repousser notre héros. Notre protagoniste est surpris et lutte pour rester sur ses pieds face à l'attaque. Malgré tout, il n'abandonne pas et bloque la lame avec un regard déterminé. L'impact des épées est si fort qu'il crée une énorme onde de choc dans la cour. Bertel se demande alors si notre héros a été assommé par ce coup. Cependant, notre protagoniste est toujours debout au milieu de toute la poussière et de la destruction. Soudain, il se souvient de quelque chose et se demande qui diable est ce type. Peu après, une aura sombre et mystérieuse commence à émaner du corps de notre garçon et avec ce nouveau pouvoir, il fonce et attaque Galfredic de toutes ses forces. Le chevalier parvient à bloquer mais remarque que le jeune homme est plus rapide et plus fort. Il est impressionné car notre héros apprend très vite en combat et maintenant, notre garçon peut esquiver ses coups avec beaucoup plus de facilité. Galfredic devient encore plus excité et le combat entre eux s'intensifie. Les deux continuent d'échanger des coups puissants au milieu de l'arène du château et l'échange de coups est si rapide qu'on peut à peine suivre leurs mouvements. Le combat continue avec une épreuve de force où ils mesurent qui est le plus fort. Le sourire aux lèvres. Les deux se regardent fixement dans une lutte de pouvoir. Sans leurs épées, le combat est maintenant au corps à corps et la force brute décidera de tout. Galfredic est choqué car notre garçon est plus petit mais a une force incroyable. Cependant, notre héros admet que la force brute de son adversaire est supérieure à la sienne, mais il n'abandonne pas et se prépare à utiliser une autre tactique dans le combat. Il sait qu'en termes d'expérience, Galfredic a l'avantage, alors il passe à l'attaque. Notre protagoniste est alors surpris par la posture de combat de son adversaire. D'un mouvement rapide, le chevalier le projette violemment sur le sol de la cour. Galfredic sourit victorieusement alors que notre garçon tombe vers le sol. L'impact est si fort que le sol en pierre se fissure sous la force du coup. Puis, Galfredic s'avance pour terminer le combat une bonne fois pour toutes. Mais notre héros parvient à se défendre à la dernière seconde et bloque l'attaque. Les deux continuent donc à se battre dans un intense échange de combat au corps à corps. Galfredic remarque alors que ses mouvements ne sont ni précis ni entraînés, mais il a un instinct de survie et apprend très vite au combat. Soudain, le chevalier admet sa défaite dans leur affrontement et d'un coup final, notre protagoniste porte une attaque puissante à Galfredic. Le chevalier est projeté en l'air par la force de l'impact de l'attaque décisive. Il vole et s'écrase violemment contre un mur du château, mettant fin au combat. Avec Galfredic au tapis, le combat prend enfin fin. L'annonceur déclare alors que le grand vainqueur du duel est notre protagoniste. Et ainsi le chevalier Yann Eugène est déclaré vainqueur du combat au château. La foule est en délire et tout le monde est choqué par la force de notre héros. Rabin célèbre et crie à tout le monde que cet homme est leur nouveau chevalier. Vaincu au sol, Galfredic ne croit pas ses yeux. Il est encore sous le choc et lève les yeux au ciel, complètement bouche bée. Le chevalier ne peut pas comprendre comment il a été vaincu par un type aussi inconnu. Soudain, il se lève et, les yeux brillants de rouge, il charge en avant. Notre protagoniste se retourne et se prépare pour le deuxième round, mais Galfredic se contente de sourire et de lever le bras de notre héros en signe de victoire. Et à la surprise de tous, il demande une salve d'applaudissements pour le vainqueur. Le chevalier se met alors à scander le nom de notre héros et la foule suit le mouvement. Bertel est furieux devant cette scène et ne croit pas ses yeux. Plus tard, un banquet est servi pour notre protagoniste dans ses appartements. Notre héros se sent mal à l'aise car il n'a pas besoin de nourriture pour survivre. Le serviteur dit alors qu'il a reçu l'ordre de Camara de s'occuper de ses repas. La servante demande également si l'éclairage est bon, car elle a entendu parler de sa peau sensible. Marianne se met alors à rire et se demande s'il va avoir mal au ventre avec tout ça. Mais notre héros accepte simplement la gentillesse et renvoie tous les serviteurs de la pièce. Les yeux rouges brillants, il dit qu'il préfère être seul. Après ce jour, la façon dont les gens le voyaient a complètement changé. Camara arrive alors et le salue en lui demandant s'il a bien dormi la nuit dernière. L'héritier remarque qu'il a rejeté tous les avantages et notre garçon reste sans voix. Soudain, Rabin apparaît et le salue avec une révérence exagérée. Galfredic surgit également et s'accroche à notre héros,
l'appelant ami et camarade. Le chevalier lui demande s'il a bien dormi car son visage lui fait encore mal du duel d'hier. Il montre alors son visage tuméfié et notre héros se demande s'il veut une autre raclée. Galfredic l'invite à s'entraîner et Camara est excité à l'idée de regarder le combat. Notre protagoniste se rend compte que le chevalier se fiche qu'il soit noble ou non. Malgré tout, il n'est toujours pas habitué à avoir autant de gens autour de lui. Soudain, Pello apparaît et appelle notre héros avec un sourire. Le jeune homme lui demande s'il va bien et tout le monde le regarde avec curiosité. Pendant ce temps, dans une pièce sombre, quelqu'un supplie son seigneur de lui laisser la vie sauve, mais ses cris sont inutiles et il est éliminé sans aucune pitié. L'homme dit alors que rien de tout cela ne serait arrivé s'il avait simplement fait son travail. Bertel apparaît alors et dit que le chevalier aux yeux rouges ne serait pas venu et à cause de ça, tout son plan est tombé à l'éau et tout a mal tourné. L'homme implore le pardon et Bertel se plaint des mercenaires qui ont été vaincus et, enragé, il demande si ses yeux ne sont là que pour la décoration et l'attaque de toutes ses forces. Bertel traite alors l'homme d'inutile et se prépare pour le coup de grâce. Il plonge la dague dans l'œil de l'homme, l'éliminant sans aucune pitié. Les autres serviteurs sont terrifiés par la scène et tremblent de peur. Bertel se demande alors ce qu'il devrait faire pour résoudre le problème car il sait qu'il ne peut pas simplement éliminer quelqu'un qui est déjà à l'intérieur du château. Mais peu après, il a une idée brillante pour se débarrasser de notre héros. Il décide que c'est le seul moyen et que ce sera une élimination propre. Pendant ce temps, Pello est dans sa chambre, allongé sur le lit, en pleine réflexion. Notre héros dit alors que Bertel l'a envoyé dans le donjon pour y trouver sa fin. Le jeune homme le confirme en disant qu'il a été envoyé au donjon pour y trouver sa fin également. Notre protagoniste lui rappelle alors les mercenaires qui ont été attaqués par les loups et qu'ils n'ont jamais voulu qu'il atteigne le château vivant depuis le tout début. Mais notre garçon dit qu'il y a un moyen pour lui de survivre à tout cela. Il offre alors à Pello la chance de devenir son vassal et de le rejoindre. Notre héros explique qu'il a déjà 16 ans et qu'il peut choisir sa propre voie. Il peut soit rester caché et attendre sa fin, soit se battre de toutes ses forces. Le jour de l'ouverture du donjon, personne ne sait quel genre de monstre apparaîtra. Galfredic explique que le but est d'avancer le plus loin possible et de se replier si un monstre puissant apparaît. Il envoie ensuite les éclaireurs trouver l'entrée du donjon dans la forêt. Et l'un des porteurs prévoit de simuler une blessure pour ne pas avoir à se battre en première ligne. Il dit alors que si ça devient dangereux, ils n'ont qu'à courir et se sauver. Soudain, Bertel apparaît et le porteur est surpris par sa présence. Le chevalier demande où est Pello et l'homme balbutie, ne sachant que dire. Un des hommes pointe du doigt et Bertel est confus par ce qu'il voit. Pello tend une collation à notre héros en lui disant de revenir sain et sauf. Bertel est furieux quand il voit cela et s'approche avec colère des deux. Il crie alors après Pello et le trouve debout à côté de notre protagoniste. Avec un regard haineux, il demande si le jeune homme a oublié ce qu'il lui a dit. Le chevalier lui ordonne de prendre son sac et de se mettre immédiatement à son poste. Bertel s'irrite encore plus car Pello l'ignore et ne bouge pas. Et ainsi notre héros et le chevalier se regardent avec un air de défi. Bertel attrape alors Pello et lui crie de retourner à son poste. Mais notre protagoniste lui saisit la main et lui dit de retirer sa main du garçon. Bertel est choqué et ne croit pas ce qu'il vient d'entendre de la part de notre héros. Notre garçon lui demande alors s'il a perdu la tête en envoyant un enfant dans le donjon. Bertel le traite d'impoli et dit qu'il veut juste rendre son frère plus fort et, avec colère, il dit que notre héros n'a pas le droit de contrôler le garçon, mais notre protagoniste répond que c'est lui qui ne connaît pas sa place. Et d'un air sérieux, il révèle que Pello est devenu son vassal hier. Bertel est choqué par la nouvelle et notre héros dit que tout le monde ici en est témoin. Galfredic dit alors que leur lien est plus fort que le sang et menace quiconque touche Pello. Notre héros fait alors face à Bertel et l'invite à une bagarre s'il veut s'échauffer. Le chevalier est furieux et crie en demandant qui lui a donné la permission de faire ça. Il dit aussi que prendre un fils bâtard d'une autre famille bloquera l'avenir des Eugènes. Pendant ce temps, les soldats commentent que le duel entre les deux chefs était incroyable. L'un d'eux se demande combien de temps il faudrait pour devenir aussi fort et l'autre se moque de lui. Soudain, Camara apparaît et dit qu'il confierait aussi son jeune frère à notre héros. Il explique même que Pello est déjà un adulte et peut choisir son propre chemin dans la vie. Notre protagoniste pense alors que Pello est la proie et que la survie n'est pas facile pour les faibles. C'est pourquoi si tu ne peux pas devenir fort, la seule option est de rejoindre une meute. Camara invite alors notre héros dans son bureau et lui demande s'il sait lire. Pendant ce temps, un éclaireur rapporte qu'il n'y a pas de monstre à proximité et que la zone est sûre. Galfredic dit alors qu'ils peuvent ouvrir le donjon maintenant et notre héros est d'accord avec cette idée. Et ainsi, l'immense porte du donjon commence enfin à s'ouvrir pour le groupe. Le chevalier regarde alors en arrière et dit à tout le monde de survivre par ses propres moyens. Les soldats se préparent avec leurs armes et armures pour entrer dans le donjon. Et avec notre héros et Galfredic en tête, le groupe s'avance enfin dans les ténèbres. Camara leur dit au revoir et qu'il les verra dans 4 jours, tandis que Pello leur souhaite bonne chance. La porte se referme alors et une voix souhaite que les dieux les protègent tous à l'intérieur, et dans le donjon, un chemin sombre et effrayant les attend. Soudain, une horde de gobelins tend une embuscade au groupe dans le donjon. Galfredic et notre héros se battent de toutes leurs forces pour protéger leurs camarades. Un des soldats est soulagé d'être en vie, mais Galfredic lui crie dessus. Le chevalier se plaint qu'ils n'arrivent même pas à tenir leur formation correctement.
Il ordonne alors à tout le monde de reprendre sa position et de continuer à se battre. Les archers tirent alors leurs flèches pour défendre le plafond de la grotte, mais les gobelins continuent d'attaquer et la situation devient de plus en plus dangereuse. Malgré leur défense, la horde de monstres avance sans relâche sur le groupe. Le porteur réalise alors que se porter volontaire pour le donjon était une idée folle. Effrayé, il décide qu'il doit sortir de là et courir aussi vite que possible. Mais alors qu'il essaie de s'échapper, il trouve d'autres gobelins sur son chemin dans l'obscurité. Et juste au moment où il est sur le point d'être attaqué, une lame le sauve à la dernière seconde. Notre héros le traite alors d'imbécile et lui demande s'il pensait vraiment qu'il n'y aurait pas de monstre. Galfredic le gronde et dit que l'option la plus sûre maintenant est de rester groupé. Il crie alors à tout le monde de lever leurs épées et de tenir leur position. Les soldats se battent courageusement mais la horde de gobelins semble sans fin. Galfredic réalise alors que l'état du groupe est pathétique et se demande comment ils peuvent gagner. Soudain, un soldat prévient que les monstres attaquent à nouveau et pour ne rien arranger, un autre soldat crie que d'autres monstres arrivent par derrière. Notre héros propose alors de couvrir l'arrière et se dirige vers la bataille. Galfredic crie alors à notre héros d'attendre car c'est dangereux d'y aller seul, mais Eugène ignore l'avertissement et fonce seul dans les ténèbres du donjon. Le chevalier est choqué et confus car tout s'est passé si vite. Notre héros se déplace comme un éclair et élimine les monstres en un clin d'œil avec une vitesse incroyable. Il écrase la tête d'un gobelin sans aucune difficulté. Galfredic crie alors à Partec de le suivre et de couvrir notre protagoniste. Le chevalier est impressionné car il ne comprend pas comment il est allé si loin en seulement quelques secondes. Soudain, Eugène revient et dit qu'il s'est occupé de tout le monde et qu'il a trouvé quelque chose d'intéressant. Galfredic est sans voix car notre héros ne sait pas ce qu'est une herbe lumineuse commune. Et même avec des compétences de combat incroyables, il n'a aucune idée des objets de base d'un donjon. Après la bataille, le groupe se repose pendant que les blessés reçoivent des soins médicaux. Un soldat s'approche alors et rapporte que la collecte des pierres de mana est terminée. Cependant, notre héros est déçu car ils ont éliminé beaucoup de monstres et ont trouvé très peu de choses. Il remarque alors que les pierres sont bleues, contrairement à celles qu'il a obtenues du rôdeur. Marianne apparaît et explique que la qualité de la pierre dépend de la puissance du monstre. La fée dit que les monstres de donjon peuvent devenir des rôdeurs mais que leurs pierres ne grandissent pas. Elle lui rappelle également que le rôdeur qu'il a affronté était spécial et très puissant. Notre protagoniste réalise alors qu'il a eu de la chance de consommer la pierre rouge de la créature. Marianne suggère alors qu'il pourrait y avoir des monstres de haut rang dans ce donjon. Soudain, la pause est terminée et Galfredic crie à tout le monde de se remettre en formation. Galfredic crie alors sur ses hommes, les traitant de faibles parce qu'ils ont peur. Il dit que lui et notre héros ouvriront la voie et que personne ne doit fuir le combat. Notre garçon pense alors que c'est aussi sa première fois dans un donjon. Soudain, Galfredic apparaît et dit que les mercenaires sont inutiles et qu'il doit prendre les choses en main. Le chevalier prévient également que les prochains ennemis seront d'un tout autre niveau. Et dans l'obscurité, il trouve un groupe d'orques avec des gobelins comme soldats. Les soldats sont terrifiés et se serrent les uns contre les autres, effrayés par ce qui les attend. Notre protagoniste réalise alors qu'un monstre de haut rang les attend dans les profondeurs. Il se souvient alors du jour où il a mangé la pierre rouge du maître du marais. Et après cela, il a acquis une nouvelle et très puissante capacité. Il se demande donc s'il gagnera une autre capacité s'il consomme une autre pierre comme celle-là. Avec ses sens aiguisés, il détecte plus de 50 bruits de pas à 100 mètres de distance. Galfredic est impressionné par l'ouïe et les sens aiguisés de notre héros. Il tend alors une lance à notre garçon et lui demande s'il veut la lancer. Avec une force incroyable, notre protagoniste lance l'arme comme un éclair rouge. La lance frappe l'un des orques en plein dans le mille et explose dans un impact dévastateur. Le premier coup porté, Galfredic ordonne à toutes les troupes de charger de toute leur force. Et tandis que notre héros est déjà au cœur de la bataille, le reste du groupe suit de près. L'un des hommes demande s'ils doivent se joindre au combat et notre garçon écrase l'un des monstres. Il frappe un orque dans l'œil avec une force brutale et sans aucune pitié. Puis il utilise son épée et la plonge dans la tête du monstre sans hésitation. Notre héros bloque alors une attaque et se prépare à contre-attaquer l'ennemi. Et d'un seul coup, il coupe l'orque en deux dans une gerbe de sang. Couvert de saleté, notre protagoniste se lèche les lèvres avec un regard sauvage et terrifiant. Ce jour-là, les mercenaires se sont battus en assistant à une scène de pur carnage. Soudain, notre héros utilise sa capacité et transforme son bras en écaille noire. Et avec sa main transformée, il attrape la tête d'un des orques avec force. Son maniement de l'épée est élégant et sa noblesse reste intacte tout au long du combat. Et même avec une posture digne, une aura sombre et sinistre émane de son corps. Les mercenaires sont choqués car il est différent des chevaliers qu'ils connaissent, mais le regard de Galfredic montre que c'est loin d'être de l'admiration, c'est de la peur car notre héros s'abandonne à une fureur sanglante et sauvage au combat. Après le combat, le groupe se repose autour d'un feu de camp entouré de corps de monstres. L'un des hommes s'occupe des blessés tandis que tout le monde semble épuisé et effrayé. Sur le sol du donjon, les corps des gobelins et des mercenaires sont éparpillés partout. Galfredic réalise alors que la plupart de ses troupes ont perdu la force de continuer et il comprend que ce n'est pas de l'épuisement physique mais une fatigue mentale due à la scène. Par conséquent, le chevalier décide qu'il est impossible pour le groupe de continuer à avancer. Il s'approche donc de notre héros et suggère de faire demi-tour puisqu'ils ont déjà atteint leur objectif.
Notre héros dit alors que son endurance est encore bonne et que c'est dommage de faire demi-tour maintenant. Galfredic n'a d'autre choix que de crier que s'il avance, ils iront tous ensemble. Notre protagoniste écrase alors un autre orc pour se frayer un chemin dans le donjon. Il dit aussi à Galfredic de mener le groupe de soumission hors de la grotte car à partir de maintenant, il continuera uniquement avec ses mercenaires de confiance. Les autres soldats sont soulagés et Galfredic se demande s'il faisait preuve de considération. Le chevalier comprend alors que Gênes le fait reconsidérer ce que signifie être un chevalier. Et ainsi notre héros et ses deux hommes s'avancent seuls dans les ténèbres du donjon. Rabin se plaint alors qu'il ne voulait pas y aller et qu'il est terrifié à l'idée d'y trouver la mort. Mais il se calme en sachant que notre héros peut vaincre même un troll tout seul. Soudain, le jeune homme trébuche et tombe par terre après avoir marché sur quelque chose d'étrange et de visqueux. Il regarde alors sur le côté et réalise qu'il vient de marcher sur une araignée géante et au désespoir de tous, ils sont entourés par un essaim d'énormes araignées. Ces créatures sont des araignées géantes des cavernes qui vivent en groupe et utilisent du venin. Rabin panique et crie de désespoir alors que les monstres s'avancent pour l'attaquer. Partek dit alors qu'il y a trop d'ennemis et qu'il devrait battre en retraite pour le moment. Mais notre héros se demande pourquoi il devrait se retirer de cette bataille et d'un coup rapide, il coupe une des araignées en deux sans aucune difficulté. Notre protagoniste dit alors que ce n'est pas un problème et continue de se battre de toutes ses forces. Partek crie alors à Rabin de le rejoindre car notre héros est déjà au cœur de l'action. Avec un regard déterminé, notre héros continue de se battre aux côtés de ses hommes. Soudain, Rabin est encerclé par des araignées et crie désespérément à l'aide. Il est alors attaqué par l'une des créatures mais parvient à se défendre avec son épée. Notre héros se précipite alors et sauve Rabin à la dernière seconde d'un coup bien placé. Le jeune homme est sans voix et complètement choqué par la vitesse de notre protagoniste. Soudain, notre garçon attrape Rabin et le projette au loin avec une force incroyable. Le jeune homme vole dans les airs et atterrit sur le sol sans comprendre ce qui se passe. Et alors qu'il est encore au sol, notre héros charge et achève toutes les araignées. Avec un sourire, Rabin dit que notre héros est incroyable et suggère qu'il rentre. Il se tourne alors vers Partek et lui demande s'il est d'accord, mais son commandant est paralysé par la peur, tremblant de la tête aux pieds. Les yeux écarquillés, il fixe les ténèbres et se demande ce qui s'y trouve. Il s'avère que parmi les espèces de rôdeurs, il existe différents rangs de puissance et devant eux apparaît la reine des araignées, un monstre de rang seigneur et très puissant de surcroît. Partek est terrifié par la créature et dit qu'ils ne peuvent pas combattre un seigneur et qu'au minimum, Galfredic devrait être avec eux pour aider dans la bataille. Soudain, notre héros interpelle Partek et Rabin avec un regard sérieux et froid. Et avec ses yeux rouges brillants, il leur dit de reculer car cette proie est la sienne. Partek comprend le message mais sent son corps contrôlé par une force étrange. Il réalise alors que chaque nerf de son corps lui hurle de fuir cet endroit. Marianne apparaît et dit que leurs instincts ont succombé à la différence de pouvoir avec le maître. Notre héros demande alors si le seigneur araignée est du même niveau que le seigneur des marais, mais elle dit que non. Elle dit aussi qu'il semble être plus fort, donc sa pierre de mana sera plus grosse. Avec cette pensée, notre garçon fait face à la créature qui pousse un rugissement terrifiant, mais il n'est pas décontenancé et dit que plus le coffre est dur, plus le trésor est excitant. Après la bataille, notre héros teste sa nouvelle capacité sur une petite araignée jaune. Il utilise alors son pouvoir et coupe la créature en deux avec un fil de mana super tranchant. Maintenant dans de nouveaux vêtements, il montre qu'il peut contrôler des fils pour manipuler des choses. Il s'avère qu'en consommant la pierre du Seigneur, il a acquis une deuxième capacité spéciale et cette nouvelle capacité s'appelle le camouflage, ce qui l'aide à mieux se cacher. Ainsi, en la combinant avec le renforcement de sa peau, il peut enfin marcher à la lumière du soleil. Avec cela, notre protagoniste n'a plus à s'inquiéter d'éviter la lumière du jour. De retour au château, un banquet est organisé et tout le monde complimente la belle apparence de notre héros. Les femmes sont charmées car elles ont entendu dire qu'il a vaincu une araignée géante tout seul. Marianne est contente de l'attention et les filles lui demandent de raconter son histoire. Deux jeunes femmes commentent alors son apparence et demandent s'il a des ancêtres elfes. Notre garçon se sent mal à l'aise, pensant que la situation est devenue encore plus compliquée. Cependant, il ne le nie pas et l'un des hommes crie que maintenant tout s'explique. Galfredic comprend alors pourquoi il avait des yeux et des oreilles si perçants dans le donjon et aussi comment il avait des mouvements si agiles et une force surhumaine pour se battre. Avec un regard froid, notre protagoniste pense qu'il savait qu'il n'était pas un humain ordinaire. Galfredic s'enthousiasme et dit qui aurait cru que notre héros avait du sang elfe. Il demande alors comment il a réussi à se cacher si longtemps avec cette apparence. Notre protagoniste pense que son compagnon est étrangement perspicace et observateur. Mais avec un sourire, il dit simplement qu'il n'a jamais essayé de cacher sa véritable apparence. Galfredic et la femme restent sans voix face à sa réponse froide et directe. Le chevalier commente alors qu'il dit cela sans même changer d'expression faciale. Notre garçon réalise alors que les gens voient ce qu'ils veulent voir, pas la vérité. Outre la capacité, il a également gagné quelque chose de plus en consommant la pierre magique. Parce que lorsque l'un de ses tatouages a disparu, d'étranges souvenirs ont refait surface dans son esprit. Dans ces souvenirs, il s'est vu dans un lieu inconnu, des mains douces le tenant, et dans un espace étrange avec des cloches qui sonnaient, tout le monde le regardait. Il se demande alors qui était la femme dans ce souvenir et si c'était même réel.
Comme il ne se souvient pas de son passé, la seule chose qu'il sait est son propre nom. Soudain, il sort de ses pensées et retourne à la fête au château. Rabin apparaît alors le visage en larmes et supplie notre héros de le sauver. Galfredic le retient et crie qu'il a tout entendu et qu'il était un poids mort dans le donjon. Le jeune homme crie alors que notre héros n'est pas humain et que n'importe qui aurait fui de là. Le chevalier le gronde et dit qu'il va lui faire suivre un entraînement spécial. Et au milieu de tout ce chaos, la seule chose dont notre protagoniste se souvient est le nom d'Eugène. Mais après cet incident, il commence à avoir une prémonition sur son avenir. Il sent alors que s'il continue à enlever les tatouages, il pourrait découvrir la vérité. Et avec cela, il découvrira enfin qui il est vraiment et d'où il vient. Dans la chambre du Seigneur, tout le monde se rassemble pour entendre parler du succès dans le donjon. Krima, le troisième fils de Galfredic, se présente et notre héros fait de même. Le Seigneur Taïwan dit alors qu'il a dû passer un moment difficile et notre héros se présente. Il demande alors à notre protagoniste de lui remettre ce qu'il a apporté avec lui. Et à la surprise de tous, le Seigneur lui remet un document pour vérifier son statut. Le document en main, notre protagoniste dit merci et Marianne célèbre cet accomplissement. Soudain, le Seigneur se met à tousser et son fils Camara se précipite pour l'aider. L'homme dit alors qu'il ne peut pas fermer les yeux en paix avec les ambitions de son deuxième fils. Mais Camara le rassure en disant qu'il dirigera avec fierté le territoire qu'il a bâti. Le Seigneur dit alors qu'un territoire n'est rien et qu'il doit prendre soin du peuple. Et avec le jeune Pello à ses côtés, il dit qu'un seigneur doit diriger le peuple, pas la terre. Dans ces derniers moments, il tient la main de Pello et s'éteint paisiblement. Notre héros remarque que certaines personnes sont en deuil, mais tout le monde ne partage pas ce sentiment. Soudain, Camara lance un regard de haine et de colère à notre protagoniste. Et aux funérailles du Seigneur, tout le monde ne semble pas triste de ce qui s'est passé. Dehors, Galfredic s'excuse de partir pendant les funérailles mais Camara comprend. Le chevalier se tourne alors vers notre héros et lui demande s'il va vraiment rester ici. Notre héros dit alors qu'il veut retourner au donjon une fois de plus parce que c'est du gâchis. Galfredic pense que c'est dommage et dit que le comte Evergros l'aurait beaucoup apprécié. Le chevalier s'approche alors et tend la main pour une poignée de main d'adieu. Avec un sourire, il dit que c'était un honneur de rivaliser avec un chevalier aussi fort. Et avec un regard sérieux, il espère qu'ils ne rencontreront pas ses ennemis la prochaine fois. Notre héros serre alors la main du chevalier et les deux se séparent avec respect. Les deux se regardent avec un sourire et terminent la poignée de main fermement. Ainsi Galfredic part et Rabin lui fait signe au revoir sous le regard de notre héros. Pello est alors confus car notre héros a dit qu'il restait et lui demande ce qu'il va faire. Partek explique alors que les chevaliers montent à cheval et qu'ils vont à la compagnie commerciale. Et avec un sourire, il dit qu'ils vont acheter un cheval et vendre les objets du donjon. Pello s'enthousiasme et dit qu'il aidera en tant que serviteur de notre héros, mais notre protagoniste le surprend en disant qu'il n'aura pas besoin de son aide pendant un certain temps. Le jeune homme est confus et ne comprend pas ce qu'il voulait dire par là. Soudain, la scène change et Pello travaille dur dans un port animé. Il porte de lourdes caisses pendant qu'un homme lui crie de travailler correctement. Il s'avère qu'ils sont à Marin, la plus grande ville commerçante du royaume de Kaelor. Rabin se vante auprès des autres travailleurs en disant que le butin du donjon appartenait à un chevalier. Les hommes sont choqués d'apprendre que c'est le chevalier qui a vaincu un troll vivant. Soudain, Rabin crie sur un marchand en lui disant de ne pas toucher les objets négligemment. Pello travaille dur sous le soleil et se sent épuisé par le travail pénible. Il pense alors que les négociations de notre héros prennent trop de temps. Pendant ce temps, dans un bâtiment, notre protagoniste rencontre un homme. L'homme se présente comme Billmore et dit qu'il s'occupera de tout le butin. Notre héros est surpris car il ne s'attendait pas à ce que Partek le présente à une grande entreprise. Il réalise alors que cela lui sera très utile car il ne comprend rien au réseautage. Soudain, un homme entre dans la pièce et interrompt leur conversation. D'une gifle, il bouscule Billmore et demande qui est Sœur Eugène. Notre protagoniste et Partek sont en état d'alerte maximale avec l'arrivée de l'étranger. Le mercenaire murmure alors que la situation pourrait devenir délicate et notre héros demande pourquoi. Il explique que l'homme est le secrétaire de la vice-directrice de la compagnie commerciale et qu'ils sont probablement venus voler le butin à bas prix. Avec un air sérieux, notre protagoniste pense qu'il doit être prudent maintenant. Billmore dit alors à l'homme nommé Gray qu'il est en train de conclure un marché avec notre héros. Gray dit que les rumeurs sur le chevalier qui a vaincu un troll se sont répandues dans tout le port, mais il pense que c'est juste une stratégie de débutant pour gonfler la valeur du produit. Il propose alors un contrat spécial, prévoyant de tromper notre héros et de le voler. Soudain, Gray ressent une pression étrange et prend peur de la présence de notre garçon. Notre protagoniste le foudroie d'un regard froid et l'homme se demande ce qu'est cette pression. Effrayé, il se présente comme le secrétaire de la vice-directrice et dit que c'est une excellente opportunité. Avec un regard glacial, notre héros lui demande ce qu'il entend par opportunité. L'homme explique alors que c'est une chance de vendre ses objets à de meilleures conditions. Notre protagoniste répète ces mots avec un air encore plus méfiant. Terrifié, le secrétaire dit que la vice-directrice de la guilde en personne s'occupera de la transaction. Il s'excuse alors pour tout manque de respect et notre héros le regarde froidement. Gray panique et sort de la pièce en courant, hurlant pour sa vie. En voyant cela, Billmore devient très ému qu'il ait refusé l'offre pour lui. À cause de cela,
le marchand promet d'apporter son soutien total à notre protagoniste à partir de maintenant. Avec un sourire, notre héros dit qu'il aime l'idée et accepte la proposition de Bill Moore. L'homme se lève alors avec enthousiasme et demande quand ils peuvent commencer à travailler ensemble. Notre garçon se lève et leur dit de commencer tout de suite, devant la boutique. Pendant ce temps, Gray s'excuse auprès de la vice-directrice d'avoir échoué à sa mission précédente. La femme lui dit de ne pas s'inquiéter car les chevaliers causent toujours des problèmes par orgueil et avec un sourire malicieux, elle dit qu'ils devraient se venger en utilisant leur pouvoir de marchand puisque l'adversaire n'est qu'un pauvre chevalier qui n'a même pas un cheval décent. Elle dit donc à Gray d'offrir à notre héros un cadeau qu'il ne peut pas refuser. Plus tard, Pello est choqué d'apprendre qu'il devra rester en arrière pour vendre le butin. Notre protagoniste le confirme et dit qu'il doit vendre tout ce qu'il rapporte à Bill Moore. Le jeune homme est triste et demande pourquoi il doit encore rester en arrière cette fois-ci. Il demande même si ses compétences ne sont pas assez bonnes et propose de commencer à s'entraîner. Notre héros demande alors quel est le vrai rôle d'un écuyer, le laissant sans voix. Le jeune homme répond alors que le rôle d'un écuyer est d'assister son chevalier dans la vie et au combat. Notre protagoniste explique donc que son devoir est de s'occuper de sa vie quotidienne et que sa mission en tant qu'écuyer est de vendre les objets et de gagner de l'argent. Il lui dit aussi de discuter des détails avec Bill Moore et d'apprendre le commerce. Pello comprend alors que sans notre héros, il aurait été fini depuis longtemps. Et en récompense, notre héros promet de lui apprendre à se battre quand ils auront plus d'argent. Notre garçon dit aussi qu'un jour, Pello l'aidera aussi dans ses batailles. Le jeune homme est ému par la promesse, les larmes aux yeux, et avec un sourire, il accepte l'ordre et jure d'obéir à son commandement. Une fois tout réglé, il se dirige enfin dans les rues de la ville de Marraine. Après quelques achats, un vendeur leur dit au revoir et ils continuent leur chemin. Mais notre héros se demande si l'argent s'épuise toujours aussi vite. Marianne se lamente aussi et Partek demande s'ils peuvent tout récupérer rapidement. Soudain, Partek interpelle notre héros qui semble avoir vu quelque chose d'intéressant et devant eux, une imposante armure de plate brille dans la vitrine. Partek dit que l'armure est le rêve de tout chevalier, mais notre héros pense juste qu'elle est chère. Le mercenaire explique alors que c'est un objet si cher qu'il se transmet de génération en génération. Soudain, Rabin arrive en courant et en appelant désespérément notre héros. Avec un air paniqué, il prévient qu'une horde de rôdeurs est apparue à la périphérie et que les monstres tentent d'envahir la ville et que les guildes ont du mal à les retenir. Partek dit alors à notre héros qu'il vaut mieux se joindre à la subjugation des monstres, mais notre garçon se demande pourquoi il devrait s'impliquer là-dedans. Rabin explique alors que les quêtes non réclamées n'ont pas de frais de commission et qu'à Marraine, ils peuvent tout vendre gratuitement et gagner beaucoup d'argent. Les yeux brillants, Rabin crie que c'est le plan parce qu'ils vont devenir riches. Notre protagoniste est d'accord et leur dit d'y aller car il n'y a aucune raison d'hésiter. Soudain, une voix leur crie d'attendre et notre héros se demande qui c'est. C'est alors que Gray apparaît en courant, essoufflé, avec un cheval en main. L'homme se présente et dit que la vice-directrice a envoyé un cheval de guerre en cadeau. Il décrit l'animal comme une créature magnifique avec une robe noire et les muscles d'un dieu. Notre héros devient alors méfiant et demande si le cadeau est vraiment pour lui. Gray est surpris par son regard et balbutie qu'ils ne veulent rien en retour. Notre protagoniste continue de fixer l'homme avec ses yeux rouges et froids. Effrayé, le secrétaire dit que c'est juste un petit gage de bonne volonté. Sans perdre de temps, notre héros prend les rênes et dit à Gray de remercier la vice-directrice. Marianne s'excite alors et lui dit de se dépêcher et de gagner un bon pactole avec la chasse. Rabin est choqué par la vitesse du cheval et demande ce qu'il doit faire. Partek crie alors à ses hommes de courir et de suivre notre héros au combat. La scène se déplace ensuite à la périphérie de la ville où quelques gobelins sont dans la forêt. Soudain, un des monstres regarde sur le côté, semblant avoir senti quelque chose d'étrange. Sur son cheval, notre héros charge à travers la forêt à grande vitesse. Il arrive sur le champ de bataille en éliminant l'un des monstres en chemin. Marianne apparaît, inquiète, et demande si l'ampleur de l'attaque est trop grande. Elle craint que les membres de la guilde qui étaient en première ligne aient déjà été vaincus. Mais notre protagoniste répond simplement que c'est une bonne chose avec un regard très froid, car il fait comprendre qu'il n'aime pas du tout partager le butin de la bataille. Et sur ce, le cheval continue de courir, détruisant tout sur son passage. Le soleil éclatant brille à travers les arbres alors qu'il se rapproche de sa destination. Il arrive enfin sur le champ de bataille et voit l'armée se battre contre les monstres. Là, une chevalière nommée Madrika affronte seule une horde d'orques. Elle crie qu'ils sont des misérables et qu'ils ne la passeront jamais. Cependant, les monstres chargent de toute leur force et l'encerclent, prêts pour l'attaque finale. La chevalière essaie de s'échapper mais son cheval est renversé dans le chaos. Et même au sol, elle se présente comme la chevalière de la justice de Marraine. Madrika prend alors peur et réalise qu'elle est complètement cernée par les ennemis. Les monstres la fixent avec un regard de pure méchanceté et se préparent à attaquer. Et en désespoir de cause, la chevalière crie pour sa vie, suppliant d'être épargnée. L'un des orques attaque mais son coup est bloqué à la dernière seconde par une épée, car notre héros arrive en force, monté sur son imposant cheval noir. Et sans perdre de temps, il commence à massacrer tous les monstres autour de lui. Madrika est choqué par la vitesse de notre héros alors qu'il élimine les monstres et en un clin d'œil, il anéantit tous les orques autour d'elle. La chevalière le remercie alors et demande le nom de son sauveur. Mais soudain,
Un orque attaque par derrière et notre protagoniste lui fait face froidement. Madrika élimine alors le monstre et se tourne vers notre héros avec un sourire. Notre garçon demande alors quel est son nom dans un moment aussi dangereux. Il ajoute que s'il y passe tous les deux, son nom n'aura de toute façon aucune importance. La chevalière est d'accord avec lui, disant que c'est juste et qu'elle comprend. Et avec un sourire, elle dit qu'elle demandera à nouveau quand ils s'en sortiront vivants. De retour en ville, elle raconte à tout le monde que des centaines de gobelins les ont attaqués sur la route. Elle se vante qu'au dernier moment, le chevalier les a tous éliminés sans hésitation. Et à la fin, ils sont sortis victorieux et ont courageusement protégé la ville de Marraine. Un homme demande alors qui est le chevalier dont elle ne cesse de parler. Avec un air sérieux, elle révèle que le nom du héros est Yann Eugène. Tout le monde est choqué et reconnaît le nom du chevalier qui a nettoyé le donjon. La foule se déchaîne alors et commence à scander son nom dans les rues de la ville. D'une fenêtre, un homme observe tout et dit que toute la ville crie pour lui. C'est Louis Farin, le maire de la ville, et il craint que Eugène ne devienne difficile à contrôler. Le maire demande alors à sa petite fille, Priscilla, s'ils peuvent simplement laisser les choses se faire, mais elle répond que plus l'honneur d'un chevalier est grand, plus la chute est dure. Priscilla demande alors si son grand-père a entendu parler du serviteur de Yann Eugène. Avec un sourire, elle révèle que le garçon est en fait le fils illégitime de la maison Taïwan. Le maire Louis Farin est surpris et commence à comprendre toute la situation. Elle explique que Eugène veut gagner de l'argent pour soutenir l'héritier caché. Et s'ils réussissent, les deux pourraient nouer des liens avec le futur chef de la maison Taïwan. Le maire fait l'éloge de sa petite fille et dit qu'il comprend maintenant bien ses intentions. Pour cette raison, il décide d'envoyer un cadeau à notre héros en signe de gratitude. Il dit aussi qu'il fera d'elle la recommandataire et elle remercie son grand-père. Plus tard cette nuit-là, la lune illumine le bâtiment de la guilde des marchands. Priscilla prend alors une tasse et pense qu'un homme assoiffé cherche de Léo. Elle dit qu'un marchand ne connaît qu'un seul chemin à suivre pour réussir. Et avec un sourire malicieux, elle révèle que le plan est de creuser un puits et d'attendre. Notre héros marche alors, sans se méfier, vers sa destination. La porte s'ouvre et elle l'attend pour qu'il boive jusqu'à la dernière goutte qu'elle lui offre. Avec un sourire, elle souhaite la bienvenue à notre protagoniste à la guilde. Et dans une nouvelle armure, notre héros se présente comme le sauveur de Marraine. Il dit qu'il est venu pour la remercier et elle l'invite à s'asseoir et à discuter. Priscilla l'observe et se demande s'il est vraiment le chevalier des histoires. Elle pense qu'il ne ressemble en rien au chevalier qu'elle imaginait. Mais avec un sourire très faux, elle dit que le cadeau du maire lui va très bien. Priscilla explique que l'armure est un mélange de fer et d'eau d'ogre. Elle lui demande comment il se sent et notre héros répond que cela rendra le prochain donjon plus facile. Notre garçon la remercie et dit que grâce à elle, ses hommes sont en meilleure santé. Avec un sourire malicieux, Priscilla dit qu'elle n'attendait rien en retour. Mais juste au moment où elle s'apprête à faire une proposition, notre héros se lève pour partir. Il dit alors qu'il lui rendra visite à nouveau une fois la suppression du donjon terminée. Eugène lui rappelle également que leur contrat se termine là et que ce pourrait être la dernière fois qu'ils se parlent. Il révèle également qu'il va se concentrer sur la collecte de pierres magiques, ce qui la rend furieuse et désespérée. La femme crie à notre protagoniste d'attendre et de ne pas partir. Notre héros s'arrête un instant mais ne lui dit pas un seul mot. Elle se lève alors et dit qu'il y a encore quelque chose dont ils n'ont pas discuté. Notre garçon se retourne et demande ce que ce serait, avec un air très moqueur. Priscilla le foudroie du regard et dit qu'il ne peut pas faire semblant de ne pas avoir remarqué éternellement. Elle énumère alors l'armure la plus chère, le cheval de guerre et les repas de luxe. L'un des hommes confirme même que le butin n'a même pas couvert la moitié de tout cela. Avec un sourire, elle lui demande s'il n'a pas appris que tout dans ce monde a un prix et le menace même, en disant que le héros de Marraine est un chevalier sans honneur. Notre protagoniste l'écoute simplement d'un regard froid, ses yeux rouges brillants. Elle le défie alors, lui demandant s'il va simplement partir après avoir accepté tout cela. Mais notre héros semble trouver toute la situation assez amusante. Avec un sourire aux lèvres, notre héros trouve toute la situation plutôt drôle. Il dit qu'elle a donné des ordres et des cadeaux que personne n'a demandé et maintenant elle veut être payée. Et avec ses yeux rouges, il se demande comment une marchande ose le menacer. Son attitude choque alors Priscilla et tous ses hommes dans la pièce. Notre garçon dit qu'il a déjà un contrat et qu'il se fiche de ce que les gens disent. Il l'avertit aussi que tout a un prix et lui dit de dire ce qu'elle veut, car alors elle comprendra le vrai sens du mot prix. Il renverse alors la situation et dit que sa compagnie a harcelé le héros qui a sauvé la ville. Et à cause de cela, aucun chevalier ne voudra aider Marraine à l'avenir. Partex s'excuse alors pour l'audace de notre héros et dit que c'est regrettable. Priscilla le regrette, sachant qu'elle aurait pu avoir une meilleure relation avec lui. Un de ses hommes l'appelle alors, la sortant de ses profondes pensées, puis il demande à notre protagoniste d'attendre un moment avant de partir. Priscilla s'incline alors et s'excuse d'avoir été impolie et irrespectueuse. Elle dit que son désir d'avantage est allé trop loin et veut tout recommencer. De plus, elle garantit que le contrat avec Bill Moore se poursuivra comme avant. La femme pense que la plupart des chevaliers ne cherchent que la gloire, mais il est différent et elle comprend que notre héros est trop dangereux pour qu'on se frotte à lui. C'est pourquoi ses instincts de marchande ne lui permettent plus de l'ignorer. Alors, sur ce, elle décide qu'elle va changer de tactique avec lui. Notre héros dit alors qu'il peut au moins écouter ce qu'elle a à dire,
mais il prévient que l'offre a intérêt à être assez bonne pour le justifier. Priscilla le remercie alors pour sa miséricorde et pour l'avoir écouté. De retour dans la forêt, Marianne se plaint que l'armure n'est que pour la frime et qu'elle est moche. Partek félicite alors notre héros pour le contrat et Marianne se vante avec fierté. Il explique que la compagnie commerciale opère à une échelle massive dans tout l'Empire. La compagnie a des centaines de succursales et traite avec les royaumes démoniaques de la région, et l'offre d'un accès illimité au donjon est exceptionnellement audacieuse. Partek loue le coup de notre héros, mais il dit qu'il l'a seulement fait parce qu'il était agacé. Soudain, l'un des nouveaux mercenaires dit qu'une armure tape à accent grave l'œil ne fait pas de vous un chevalier, d'un air moqueur, il se demande si notre héros sait même tenir une épée. Marianne est irritée par le commentaire et notre protagoniste ignore la provocation. Soudain, Camara apparaît et dit que notre héros est arrivé juste à temps. Il l'appelle alors Seigneur Tuan et notre garçon le salue en retour. Camara explique que son frère a engagé de nouveaux mercenaires pour le donjon. Il se souvient que l'ancien groupe était assez désagréable et a été éliminé par des loups, et les nouveaux mercenaires semblent être très similaires aux anciens en tout point. C'est pourquoi, pour la subjugation du donjon, il veut que notre héros soit le commandant. Le chef du groupe l'interrompt alors et se mêle à leur conversation. Et d'un regard furieux, il demande s'il sera le commandant qui trouvera sa fin. Les mercenaires sont choqués et Rabin crie que c'est un blasphème insensé. Cependant, leur chef dit qu'il n'aime pas parler comme ça. Mais ils ne sont pas en pique-nique car dans un donjon, la vie humaine ne vaut rien et il est naturel de se préparer au pire. Avec un sourire, notre héros fixe l'homme qui balbutie le mot commandant. Eugène accepte alors, disant que s'il mord la poussière, le crétin chauve pourra prendre le commandement. Marianne désigne alors l'homme et notre protagoniste dit qu'il sait déjà tout car il est bien conscient que tout cela est un coup monté par le jaloux Bertel. Il sait que le plan est d'utiliser les mercenaires pour l'éliminer à l'intérieur du donjon. Mais avec un sourire malicieux, notre héros pense que ce sera amusant de tout gâcher. Dans le donjon, Marianne utilise sa magie pendant que notre protagoniste se prépare pour le combat. Et sans perdre de temps, notre héros charge et massacre les gobelins avec son épée. Il se déplace avec agilité, éliminant plusieurs monstres sur son chemin. D'un seul coup, il abat un autre gobelin et continue d'avancer seul. La lame de son épée traverse la tête d'un monstre. Le chef des mercenaires réalise alors que sa réputation n'est pas exagérée, car notre héros est en première ligne, massacrant des dizaines d'ennemis tout seul, sans s'arrêter. C'est comme s'il était un bouclier géant qui procure un sentiment de sécurité. Le mercenaire décide alors qu'il doit surveiller attentivement une ouverture pour attaquer. Et avec sa lame empoisonnée, il n'a besoin que d'une seule égratignure sur son visage. Notre héros leur dit d'être prudent car les monstres de niveau intermédiaire sont sur le point d'apparaître. Il souligne alors une fois de plus au groupe que seuls les confiants devraient le suivre. Le chef des mercenaires dit que si le commandant y va, ils iront aussi car c'est leur chance. Cependant, lorsque Partek et Rabin se préparent à partir, le chef leur dit d'attendre pour le moment. Surpris, Partek dit que notre héros semble avoir autre chose en tête avec ce plan. Pendant ce temps, notre protagoniste avance seul dans l'obscurité de la grotte. Seul, il se souvient que la dernière fois qu'il y était, c'était avec le chevalier Galfredic. Une image de son ancien compagnon de bataille apparaît dans son esprit, car il pense que Galfredic était un excellent chef qui se battait toujours en première ligne. Avec ça, il aurait nettoyé le donjon même avec cette bande d'hommes faibles. Soudain, notre garçon s'arrête de marcher et se perd dans ses pensées au milieu du chemin. Il se demande alors ce que le chevalier aurait fait dans la même situation. Soudain, les mercenaires l'encerclent enfin et révèlent leurs véritables intentions. Féroce et avec un sourire, il dit qu'ils ont enfin laissé tomber leur déguisement. Marianne apparaît alors et il dit que s'ils veulent trouver leur fin, il exaucera leurs souhaits. Désespérés, les hommes lui crient d'attendre et se demandent ce que c'est, car la petite fée lance un puissant sort avec un sourire très malicieux. Puis une vague d'énergie éteint les torchets, les laissant dans le noir. Terrifiés, les mercenaires se demandent comment il peut aussi utiliser la magie. Dans le noir, le chef leur crie de rester calme et de rallumer les torchets. Cependant, au milieu du chaos et de l'obscurité, deux yeux brillants apparaissent. Dans le noir, l'un des mercenaires crie de désespoir car il ne voit rien. Soudain, il est attaqué et le chef crie à tout le monde de riposter. L'un des hommes réalise alors qu'il attaque leur propre camarade. Au milieu des cris de douleur, notre héros utilise sa nouvelle capacité avec des fils rouges. Les yeux brillants, il contrôle les hommes et le carnage continue. Le chef panique alors et essaie d'allumer une pierre pour faire du feu. Il pense que sans lumière, c'est l'occasion parfaite de s'échapper seul. Cependant, l'homme reste sans voix quand il réalise ce qui se passe car il n'entend rien et se demande pourquoi tout est devenu silencieux. Soudain, notre protagoniste apparaît derrière lui dans l'obscurité de la grotte et, avec un sourire, il demande si le mercenaire a vraiment besoin de lumière. Notre héros l'aide alors et dit que les yeux humains sont faibles dans le noir. La lumière révèle le bain de sang et il demande si l'homme y voit mieux maintenant. Il demande alors qui est le chasseur et qui est la proie dans cette situation. Le chef le traite de monstre alors que notre héros montre ses crocs acérés. De retour au château, une violente tempête fait rage toute la nuit. Soudain, Camara arrive en courant en appelant notre protagoniste. Notre héros l'attend calmement dans le couloir du château. Avec ses yeux rouges, il lance au seigneur un regard des plus sérieux. Camara s'approche alors et demande si la nouvelle qu'il a entendue est vraie.
Bertel arrive aussi et notre garçon lui dit d'entendre ça de la bouche du principal intéressé. Et juste comme ça, il jette le chef des mercenaires par terre juste devant eux. Les frères sont sous le choc en voyant le mercenaire, Maverick, complètement tabassé et désespéré. L'homme avoue qu'il a essayé d'éliminer notre protagoniste dans le donjon. Avec un sourire narquois, Bertel dit que le type a finalement perdu la tête. Il crie sur son frère, lui demandant jusqu'où il va pousser cette folie. Il l'accuse même de croire les paroles d'un homme qui a clairement perdu la raison. Bertel dit à l'homme d'arrêter de marmonner et d'expliquer les choses correctement. Cependant, Maverick semble être sous une sorte de contrôle, se référant à Eugène comme son maître. Il dit alors qu'il mérite ce qui lui arrive et se prépare à sauter par la fenêtre. Sans une seconde d'hésitation, le mercenaire se jette du haut du château. Camara crie son nom depuis le balcon, mais il est trop tard pour le sauver. Le corps de l'homme tombe et finit empalé sur une statue dans la cour. Bertel prétend qu'il est devenu fou après avoir vu des gens se faire tuer dans le donjon, mais Camara le fusille du regard, disant qu'il a trouvé étrange à quel point Bertel semblait soulagé par l'événement. Bertel s'énerve alors et dit que notre protagoniste est tout comme lui. Il demande même si notre héros a la moindre fierté en tant que chevalier. Notre garçon lui demande alors s'il est vraiment innocent, sur son honneur. Effrayé, Bertel balbutie mais insiste sur le fait qu'il est innocent de toutes les accusations. Notre protagoniste le défie alors en duel judiciaire et, avec un sourire, il dit qu'ils parieront leur honneur et la vérité en tant que chevalier. Bertel reste furieux et s'envoie face à cette proposition inattendue. Le jour du duel, les serviteurs commèrent sur ce qui s'est passé au château. Ils commentent que Bertel cause toujours des problèmes, mais que cette fois, il est allé beaucoup trop loin. Une des servantes demande qui était la cible et l'autre répond que c'était messire Yann Eugène. Et ainsi, Bertel fait face à notre héros dans la cour du château pour le duel. Avec un air sérieux, le chevalier tient son épée et se prépare pour le combat. Camara apparaît alors et annonce qu'ils détermineront la vérité par le combat et que la vérité, selon la volonté de Dieu, sera accordée au vainqueur. Son épée à la main, notre protagoniste se prépare pour le duel final. Soudain, Bertel charge et attaque notre héros d'un coup puissant. Avec un cri, il abat son épée pour mettre fin au combat une bonne fois pour toutes. Notre protagoniste lui fait face avec une expression calme, ne montrant aucune peur, et d'une seule main, il bloque l'attaque et brise la lame de Bertel. Le chevalier utilise alors sa propre épée et se prépare à attaquer notre héros avec tout ce qu'il a. Les deux échangent alors de puissants coups, des étincelles jaillissant de partout. Notre protagoniste reste silencieux, fixant son adversaire d'un regard froid. Soudain, un souvenir du passé ressurgit et il se rappelle avoir été chassé. Il se met alors en colère en se rappelant comment il a été pourchassé par cette créature pendant une décennie. Bertel est choqué et ne comprend pas ce qui arrive à notre héros. Les deux continuent de se battre dans un intense échange de coups d'épée. Le chevalier crie alors de douleur en sentant la force de l'attaque de notre protagoniste. Tout à coup, notre héros désarme Bertel, en voyant son épée voler dans les airs. Il enchaîne avec un puissant coup de pied qui l'envoie s'écraser au sol et, d'un air sérieux, notre garçon dit au chevalier de ramasser son épée. Bertel se relève et, avec un cri, charge notre héros. Camara observe le combat et remarque que la maîtrise de l'épée de son frère n'est pas mauvaise. Mais à la surprise générale, il était évident que notre héros était à un tout autre niveau. Bertel crie de douleur alors qu'il est projeté au sol une fois de plus par notre garçon et, les yeux brillants, notre protagoniste se révèle bien plus fort que son frère. D'un dernier coup, il met fin au combat, laissant Bertel effondré au sol. Soudain, Camara intervient en disant que ça suffit et que le combat est terminé. Avec un air sérieux, notre protagoniste demande. Il pense que c'est vraiment suffisant. Camara lui dit alors de reculer car le duel n'est pas encore terminé. Et avec son frère à terre, il déclare que le vainqueur du duel est messire Yann Eugène. Mais Bertel crie qu'il peut encore se battre et qu'il éliminera notre héros de ses propres mains. Camara lui dit d'arrêter car l'issue du combat a déjà été décidée. Il lui dit aussi d'agir comme un chevalier et d'admettre son crime en prison. Cependant, Bertel craque et crie qu'il n'a rien fait de mal à notre protagoniste. Son épée à la main, il crie le nom de notre héros avec une haine pure. Il le blâme alors, disant que s'il n'avait pas été là, rien de tout ça ne serait arrivé et qu'il n'aurait jamais subi cette humiliation s'il n'était jamais apparu. Notre protagoniste le fixe alors et une lumière bleue brille dans ses yeux. Soudain, le corps de Bertel s'immobilise et il ne comprend pas pourquoi. Il se demande pourquoi son corps ne lui obéit pas et ce qui se passe. L'armure du chevalier commence alors à se fissurer et il commence à paniquer, et notre héros dit qu'il aurait dû saisir la dernière chance que son frère lui a donnée. D'un coup final, notre protagoniste achève Bertel une bonne fois pour toutes. Partek et Rabin restent silencieux, observant la scène sans un mot. Notre héros se retourne alors et se dirige vers la sortie de la cour du château et, avec un air de tristesse, Camara regarde le corps de son frère gisant sur le sol. De retour en ville, Marianne se plaint que notre héros a gâché son premier vampire. Notre garçon lui demande ce qu'elle veut dire et elle répond qu'il l'a utilisé puis l'a jeté. Mais notre héros explique que l'homme était faible, sans volonté et n'aurait pas pu le supporter, et que s'il l'avait gardé, le fait qu'il soit devenu un vampire aurait été découvert. Notre héros dit alors qu'il ne semble pas du genre à épargner ceux qui montrent les crocs.
Myrian le traite de froid et dit que les vampires sont censés avoir d'innombrables esclaves. Notre garçon pense que transformer des faibles en vampires est juste plus de travail que ça n'en vaut la peine. Et s'il y avait quelqu'un qui l'appréciait vraiment, il pourrait envisager de le transformer. Soudain, quelqu'un crie qu'une énorme agitation a commencé concernant le seigneur Galperdic. Notre protagoniste se présente alors à la guilde et Priscilla est surprise de le voir. Billmore le salue et dit qu'il a entendu parler du succès de la soumission du donjon. Sans perdre de temps, notre héros demande ce qui est arrivé au seigneur Galperdic. Priscilla se tait et le regarde avec une expression très sérieuse. Elle explique qu'il y a 2 semaines, le chevalier a participé à une soumission et qu'il a disparu seul dans un labyrinthe sur le territoire du comte Evergrove. Notre protagoniste se rend alors sur les lieux pour enquêter sur ce qui s'est passé. Avec un air déterminé, il se prépare à chercher son ancien camarade. Une fois en ville, il entre dans un manoir et est accueilli par un noble. L'homme se présente comme le seigneur Jobin et souhaite la bienvenue à notre héros. Notre garçon le salue et le seigneur l'invite à entrer pour discuter. Jobin est le fils aîné de la famille Evergrove et semble assez amical. Il explique ensuite que la cupidité de Galperdic l'a poussé à entrer seul dans les niveaux supérieurs. Notre héros répète ces paroles avec un regard très suspicieux. Jobin le confirme en disant que malheureusement, ils n'ont pas touché à cet endroit depuis plus de 100 ans. Jobin explique que le maître du labyrinthe qui règne sur les lieux y réside. Soudain, un autre homme apparaît et dit que Galperdic a causé des ennuis à tout le monde. Jobin le présente alors comme Messire Lougi, un chevalier de son domaine. L'homme salue notre héros et dit qu'il a entendu parler de leur duel et, avec un sourire, il révèle qu'ils ont quelque chose d'intéressant en commun car il a été le vainqueur du tournoi familial et a également vaincu Galperdic. Jobin s'excuse alors et dit que cela montre simplement à quel point le chevalier était précieux. Il demande alors si notre héros et le chevalier partageaient une profonde amitié. Notre protagoniste le confirme d'un regard froid et Marianne s'agace contre lui. Jobin dit qu'il apportera tout son soutien à notre héros pour être venu de si loin pour un ami et il explique que si les recherches durent plus d'1 mois, ils le déclareront décédé. Il révèle également que 3 semaines se sont déjà écoulées et qu'il n'y a plus d'espoir. Notre protagoniste fixe alors le seigneur avec un regard sérieux et déterminé et, sans perdre de temps, il se lève pour partir immédiatement vers le labyrinthe. Jobin dit alors qu'il aura une équipe de soumission prête dans 3 jours et demande à notre héros de se reposer et de récupérer de son long voyage. Notre protagoniste le remercie et dit qu'il a besoin d'une chose de plus et qu'ils ont engagé une mage et l'emmèneront pour aider aux recherches. De retour en ville, Myrian se plaint que notre héros est immense et a l'air ridicule. Elle s'énerve aussi contre Jobin, disant qu'il n'a aucune manière. Notre héros pense alors qu'il y a plus d'une chose de louche dans cette histoire. Il se souvient que Galperdic était sur le point de recevoir un titre et n'avait aucune raison de prendre un tel risque. Et avec un sourire, le chevalier l'avait même invité à venir pour faire bonne impression. Notre protagoniste ne comprend pas le changement de plan ni pourquoi il était de nouveau mis à l'épreuve. Il sait que le chevalier n'était pas du genre à tout risquer pour un moment de cupidité. Soudain, un homme crie que le Messie arrive, attirant l'attention de tous. Il dit que la déesse de la victoire descendra pour détruire la terre comme le dit la prophétie, et que le désastre a déjà commencé avec des animaux qui tombent morts près du labyrinthe. Marianne réalise alors qu'il parle de notre héros et est confuse. L'homme crie alors à tout le monde d'offrir la chair et le sang en sacrifice et que s'ils le font, le Messie descendra et sauvera la terre souillée. Marianne est agacée par la scène et notre héros dit que l'ambiance de la ville est étrange. Un jeune homme lui tend alors un prospectus et lui dit de croire parce que les dieux sont en colère. Notre protagoniste lit alors des informations sur les animaux mourants et le labyrinthe qui s'effondre. Il se demande si c'est l'œuvre de monstres et pourquoi Galperdic y est entré seul. Sans perdre de temps, il dit à Marianne qu'il se dirige vers le labyrinthe sur le champ. Il trouve alors une mage et dit que 3 jours, c'est trop long et qu'ils iront seuls. Soudain, la mage dit qu'elle n'aurait jamais pensé voir un vampire dans un endroit pareil. Notre héros est choqué et se demande comment elle a découvert sa véritable identité et, avec un sourire, la mage révèle que les vampires ont été chassés jusqu'à l'extinction. La mage le provoque davantage en disant qu'il se promène simplement en plein jour. Notre héros se met alors en colère et saisit la mage à la gorge avec force. Pendant ce temps, l'homme continue de crier que le Messie arrive. Avec un cri de douleur, la mage sent la force de notre protagoniste. Les yeux rouges, notre héros lui demande comment elle l'a reconnue si vite et il la menace en disant qu'il lui brisera le cou si elle ne répond pas. La mage balbutie alors qu'elle parlera, mais qu'il doit la lâcher. Avec difficulté, elle révèle que c'est à cause de l'ombre de sang de notre héros. Marianne dit alors que le nom lui semble familier et qu'elle semble se souvenir de quelque chose. Soudain, la fée crie en réalisant d'où elle connaît ce nom, désespérée. Elle crie à notre héros d'arrêter et de ne pas éliminer la mage, car elle est une mage et fait partie de l'école de l'ombre de sang. Elle explique qu'il s'agit d'un groupe de mages qui ont servi les vampires pendant des générations. Sous la force de sa poigne, la mage finit par s'évanouir dans ses bras. En se réveillant, elle se plaint qu'elle ne peut pas répondre s'il ne la lâche pas. Notre héros s'excuse alors et Marianne dit qu'il commence à parler comme un méchant. La mage se présente alors formellement comme Cyrano Aromari de l'école de l'ombre et explique qu'en raison de la nature de l'école, ils peuvent sentir la présence d'un vampire. Elle révèle également qu'elle le cherchait à la demande du jeune maître, Gében, et, en colère,
notre héros pense qu'il va clouer le bec à Galperdic quand il le trouvera. Serenoa révèle alors qu'elle faisait partie de l'équipe de soumission quand Galperdic a disparu. Notre héros demande plus de détails et elle explique qu'elle avait besoin de butin de monstres. Elle s'est donc inscrite pour la soumission du labyrinthe du comte Evergros. Et comme l'endroit était connu pour être traître, tout le monde avançait avec confiance. Soudain, un tremblement de terre a secoué le labyrinthe et le sol a commencé à trembler. Le sol s'est alors effondré et elle a failli tomber, mais quelqu'un l'a attrapée à la dernière seconde. C'était Messire Galperdic qui gardait l'arrière du groupe à ce moment-là. Il l'a sauvée mais a fini par tomber dans l'abîme à sa place, dans l'obscurité. Après s'être échappée, elle a entendu les autres blâmer le chevalier pour le tremblement de terre, disant qu'il avait ouvert la porte vers les niveaux supérieurs, causant tout le désastre. Serenoa a dit qu'elle a pensé à lui dire la vérité puisqu'il était son ami. Notre protagoniste réalise alors que l'histoire est différente de ce que Jevan lui a dit et il se demande si le Seigneur a menti ou s'il a reçu de fausses informations de quelqu'un. Soudain, Serenoa révèle qu'elle a vu quelque chose d'étrange dans ce moment de chaos et qu'au fond de l'abîme où le chevalier est tombé, elle a vu un œil immense dessiné là. Notre héros est surpris et elle confirme que c'était bien un œil. Elle lui rappelle aussi les cultistes qui distribuaient des prospectus sur la place et que l'image sur le prospectus était la même que celle qu'elle a vue au fond de l'abîme. Pendant ce temps, dans un endroit sombre, les cultistes vénèrent l'image de l'œil géant et l'un d'eux dit que le Messie qui les mènera au salut s'éveillera bientôt. À l'entrée du labyrinthe, l'un des hommes signale que les provisions sont stockées. Luigi lui demande alors comment il se sent à l'idée de retrouver son camarade. Notre héros répond qu'il espère juste ne pas avoir à ramener un corps. Le chevalier dit alors que Galperdic n'est pas du genre à tomber facilement. Il rit même et dit que notre protagoniste a beaucoup de foi en son ami. Notre héros pense alors qu'il voulait entrer plus tôt dans le labyrinthe, mais qu'il devait garder un œil sur ce salaud de Luigi, juste au cas où. Il sait que le chevalier a survécu pendant 3 semaines et peut tenir 3 jours de plus. Soudain, un groupe de Templiers apparaît et salue notre héros. Ils se présentent comme des Templiers du monastère de Haut-Evergros et disent que c'est un honneur de servir aux côtés d'un chevalier si pieux. Marianne doit alors retenir son rire en les entendant traiter un vampire de pieux. Luigi est surpris car il est rare que des Templiers s'intéressent à un chevalier, avec un sourire narquois, il se demande si notre protagoniste n'est pas une sorte de paladin vampire. À l'entrée du labyrinthe, notre héros appelle Pardek pour discuter. Ils installent ensuite leur campement et notre protagoniste leur dit de ne pas baisser leur garde. Marianne est fascinée par l'endroit, disant qu'il déborde d'énergie aquatique. Pardek dit alors que l'endroit est différent et a été conçu pour la survie. Notre héros pense que si le pire arrive, il pourrait se cacher ici pour survivre. Soudain, Luigi apparaît et dit que c'est l'endroit parfait pour que des scélérats se cachent. Luigi fait l'éloge de notre héros en disant que ses compétences sont impressionnantes. Avec un sourire, il dit à notre protagoniste de ne pas être si impatient et que la personne en qui il doit le plus faire confiance en ce moment, c'est lui-même. Notre héros dit alors que pour un endroit cartographié, ils ont beaucoup de pertes. Luigi rit et dit qu'ils ne sont que des sacrifices offerts au labyrinthe. Soudain, les yeux de notre protagoniste se mettent à briller en rouge et, à la surprise de tous, un fort tremblement de terre secoue toute la structure. Luigi crie à tout le monde de s'accrocher car la structure du labyrinthe changeait. Avec un sourire narquois, il dit que l'endroit où Galperdic est tombé est juste ici. Il révèle alors que cette zone où les murs bougent constamment est aussi le raccourci vers les niveaux supérieurs qu'il cherchait. Serenoa dit alors que ce tremblement de terre est le même que le précédent. Luigi s'arrête alors à un endroit et notre héros demande où se trouve le raccourci. Avec un sourire malicieux, le chevalier dit que le raccourci est exactement là où il se tient. Notre protagoniste réalise alors que c'est un piège et se prépare au pire. Soudain, d'énormes engrenages émergent et changent toute la disposition des lieux. Notre héros s'agrippe alors pour ne pas tomber dans l'abîme sombre de la caverne et comprend que ce n'était pas un séisme naturel, mais un piège. Serenoa l'appelle alors et pointe quelque chose au milieu de l'obscurité, et avec ses yeux rouges, il dévisage ce qui vient vers eux. À son grand étonnement, il trouve Galperdic ligoté et gravement blessé. Sans une seconde d'hésitation, notre protagoniste se précipite pour sauver son ami. Il se rapproche et réalise la gravité des blessures du chevalier. En touchant son visage, notre héros sent que quelque chose ne va pas du tout et avec ses yeux rouges, il réalise que le chevalier est toujours en vie. Soudain, Marianne l'avertit que quelque chose cloche à propos de cet endroit. La fée dit qu'elle a senti une présence différente venant de sous le sol de la caverne. Une forte rafale de vent commence alors à souffler d'une direction inconnue et tout le monde se demande d'où vient ce vent puissant. Des profondeurs de l'abîme, une lumière rouge émerge, illuminant les ténèbres, et avec ses yeux brillants, une créature géante commence à s'élever. Le monstre se révèle avec un corps énorme et des flammes violettes partout, et devant eux apparaît le redoutable Minotaure, le maître de ce labyrinthe. Serenoa hurle alors de terreur et notre héros lui dit de protéger le chevalier. Le Minotaure attaque alors de toutes ses forces et notre protagoniste charge au combat. D'un bond, il esquive le coup et se prépare à attaquer la créature, et son épée à la main, il s'apprête à affronter le monstre géant. Notre héros déchaîne alors toute sa puissance et une lumière rouge émane de son corps. Serenoa hurle de peur en voyant la force de l'attaque de notre protagoniste. La créature l'attaque alors avec ses griffes et se prépare à une autre frappe. Sa hache à la main,
Le Minotaure s'apprête à attaquer de toutes ses forces. Notre héros demande alors ce qu'il fait et se prépare au pire. Une lumière rouge brille alors et la créature lance une puissante attaque. L'onde d'énergie détruit tout et envoie notre protagoniste et le chevalier voler. Galperdic est alors projeté dans les airs et notre héros est choqué par la scène. Sans une seconde d'hésitation, il s'élance pour tenter de sauver son ami de la chute. Il tend la main mais ne peut l'atteindre à temps pour le sauver. Désespéré, notre protagoniste crie le nom de son ami alors qu'il tombe. Soudain, il est arrêté par un sort et ne comprend pas ce qui s'est passé. Les yeux brillants, notre héros se demande ce que cela signifie. Cérénoa l'avertit alors que c'est un minotaure de haut niveau et que même un vampire serait éliminé en l'affrontant de front avec un regard de rage. Notre héros la foudroie du regard, ses crocs acérés visibles. Sa dague prête, elle se prépare et les deux se font face avec des expressions sérieuses. Notre protagoniste lui dit alors qu'elle a dépassé les bornes et l'appelle par son nom. Cérénoa s'excuse, disant qu'elle ne pouvait pas regarder un vampire sauter vers sa mort et qu'attaquer un minotaure de front offre une chance de victoire minime. Elle ajoute que s'il veut sauver le chevalier, il doit garder la tête froide. La mage se demande si le labyrinthe est assez grand pour abriter un minotaure et sur ce, notre héros fixe une lumière bleue qui apparaît sur le mur. Luigi dit alors qu'il ne savait pas que la mage était capable d'utiliser la magie de la terre. Il ajoute qu'elle a survécu grâce à Galperdic et que c'est un type bizarre. Cérénoa le foudroie alors du regard avec rage et prononce son nom avec une haine pure. Elle se souvient que tout s'est passé si vite et se sent coupable de ce qui est arrivé. Avec un regard de rage, notre héros réalise qu'il était le responsable de tout et que c'est lui qui a transformé Galperdic en ce qu'il est maintenant. Luigi dit alors qu'il a juste amené l'ami pour que le seigneur voie à quel point il l'aime. Il attrape alors notre protagoniste et le traite d'impoli pour l'avoir accusé. Notre héros sent alors une aura étrange et réalise que quelque chose ne va pas. Avec ses yeux rouges, il se prépare à attaquer le chevalier de toutes ses forces. Notre protagoniste l'attaque alors et un étrange tatouage brille sur la main de Luigi. Cérénoa réalise alors que cette force monstrueuse n'est pas vraiment la sienne et une aura violette émane du corps du chevalier alors qu'il utilise un pouvoir hérité. Elle explique que le blason confère un pouvoir hérité et que c'est une magie interdite car elle a commencé à transférer le pouvoir d'être non humain aux humains. Luigi dit que la magie interdite n'est qu'un jeu de mots de ceux qui veulent monopoliser le pouvoir et qu'ils sont les élus pour survivre lorsque le désespoir s'abattra sur le monde. Notre héros dit alors qu'il a volé le pouvoir de quelqu'un d'autre pour vaincre Galperdic et qu'après cela, il s'est même vanté comme si cette compétence était la sienne. Avec un sourire malveillant, notre protagoniste dit qu'il va d'abord lui faire comprendre sa place. Les deux s'affrontent alors et une aura rouge émane du corps de notre héros. Les deux énergies entrent alors en collision et une explosion massive secoue l'endroit. Cérénoa est impressionné par la puissance et se demande si un vampire normal pourrait émettre cela. Avec un sourire narquois, Luigi dit qu'il n'est pas le seul à cacher sa puissance et avec un coup de poing puissant, il attaque notre protagoniste de toutes ses forces. Notre héros riposte alors et une aura violette émane de son corps pendant le combat. Le chevalier prévient qu'il n'a aucune intention de se retenir dans cette bataille et avec la force du coup, Cérénoa est projeté au loin, hurlant de douleur. Luigi dit alors que tous les pièges du labyrinthe sont maintenant exposés et avec un sourire mauvais, il dit à notre protagoniste de tomber en silence. Notre héros crie alors le nom de Cérénoa et se prépare au pire. La mage utilise alors sa magie et crée un bouclier pour protéger notre protagoniste. Luigi dévisage alors notre héros avec un regard sérieux et déterminé. Et avec ses yeux rouges, notre garçon se prépare pour l'affrontement final. Le chevalier se cache alors derrière un mur et observe notre héros. Soudain, il attaque avec son épée, frappant notre protagoniste au visage. Avec un regard froid, Luigi continue d'attaquer sans aucune pitié et son épée à la main, il se prépare au coup de grâce contre notre héros. Le chevalier pense qu'il avait entendu des rumeurs sur sa force, mais qu'elle a dépassé ses attentes. Souriant narquoisement, il admet que d'utiliser Galperdic comme appât était le bon choix. Avec un sourire malveillant, Luigi dit que le sacrifice final sera offert. Soudain, le cercle magique de Cérénoa se brise et elle crie de douleur. La mage prévient alors que le cercle magique ne fonctionnera plus ici. Cérénoa demande alors où va notre héros, mais il l'ignore. La mage se sent alors coupable et se demande pourquoi elle s'est impliquée dans tout ça. Effrayée, elle se demande quel genre d'enfer horrible est cet endroit et pense même qu'elle aurait dû faire semblant de ne rien savoir et s'enfuir loin. Soudain, elle voit notre héros tenant Galperdic dans ses bras. Notre protagoniste porte le chevalier qui est complètement amoché et inconscient. Il demande alors à la mage si elle peut sauver la vie de son ami. Notre héros foudroie Cérénoa du regard et dit que ce n'était pas une réponse à sa question. Effrayée, la mage reste silencieuse, ne sachant que lui dire. Elle dit alors qu'elle fera de son mieux et utilise sa magie pour le soigner. Soudain, Myrian apparaît et prévient qu'il n'y a aucune issue à cet endroit. Elle dit que l'endroit semble être la fin du labyrinthe, une salle de boss isolée. La fée dit que c'est ce dont elle voulait l'avertir plus tôt car elle ne peut rien contrôler ici, même en tant qu'esprit de Léo, et que la mare de sang a une consistance différente et étrange. Notre protagoniste fixe alors la mare avec un regard sérieux et méfiant et se demande si ses yeux sont ceux que la mage a vus au fond de l'abîme. Notre héros demande alors pourquoi elle ne peut pas contrôler la mare de sang. Soudain, un monstre de sang commence à se former à partir de la mare au sol.
La créature se lève alors et fixe notre protagoniste avec un regard vide. Et à la surprise de tous, le Minotaure se régénère également et se remet sur pied. Notre héros dit alors à Myrian de trouver une ouverture pour qu'il s'échappe. Il fait face au monstre géant et se prépare pour la bataille à venir. Renoa continue alors de soigner Galperdek qui est toujours inconscient. Avec ses yeux rouges, notre protagoniste décide qu'il doit immobiliser le monstre. Son épée à la main, il charge et attaque la créature de toutes ses forces. Notre héros utilise alors sa capacité et une série de griffes rouges apparaissent. L'attaque touche le Minotaure en plein dans le mille, mais il ne semble rien sentir. Notre protagoniste continue alors à attaquer de toute sa force et sa puissance. Il utilise à nouveau sa capacité, attaquant le monstre avec des griffes de sang. Soudain, son épée se brise et il est choqué par la résistance de l'ennemi. Avec un air sérieux, notre héros serre la lame brisée dans sa main. La créature se prépare alors à attaquer et une lumière jaune brille dans sa bouche. D'un mouvement rapide, notre protagoniste esquive le souffle d'énergie et, d'un bond, il se rapproche du monstre pour une attaque au corps à corps. Notre héros assène alors un puissant coup de poing au visage de la créature géante et, d'un autre bond, il se prépare à attaquer le Minotaure de toutes ses forces. Il réalise alors qu'une épée normale ne peut même pas égratigner le monstre et, sa main brillant d'une lueur rouge, il décide de faire avec ce qu'il a. Il crée ainsi une nouvelle lame de sang et se prépare au combat. Sa nouvelle arme à la main, notre protagoniste fait face à la créature sérieusement. Il charge alors et utilise une lance de sang pour attaquer le Minotaure. D'un mouvement rapide, il esquive une attaque et se prépare à contre-attaquer. Il continue alors à se battre, échangeant une série de coups avec la créature. Les crocs découverts, notre héros attaque le monstre de toutes ses forces, mais le Minotaure le frappe d'un coup de poing, l'envoyant s'écraser contre le mur. La créature attaque alors avec son arme et le sol se brise sous l'impact. Notre protagoniste est projeté au loin et s'écrase contre le mur de la caverne. Avec un regard déterminé, il se prépare pour le deuxième round du combat. Renoa essaie alors de réveiller Galperdek qui reste inconscient sur le sol et lui demande de se réveiller car son ami est en danger et a besoin d'aide. Notre héros réalise alors que la mage avait raison et qu'il ne peut pas gagner car le monstre de haut niveau est à un tout autre niveau de puissance. Soudain, la créature le foudroie d'un regard purement maléfique et se prépare. Notre protagoniste maudit alors et se prépare pour l'attaque finale du monstre. Avec toute sa puissance, il utilise sa capacité et une série de griffes émergent. Il est rattrapé par le coup de l'ennemi qui le crible de trop. Renoa crie alors le nom de notre héros et se prépare au pire. Complètement amoché, notre protagoniste foudroie le monstre d'un regard de rage. Il se souvient alors de l'impuissance qu'il a ressentie pendant plus d'une décennie. Avec ses griffes de sang, il attaque le Minotaure de toutes ses forces. Mais il se demande pourquoi il ressent plus de douleur qu'avant et avec un cri d'agonie, notre héros est projeté sur le sol de la caverne. À terre, il se prépare au coup de grâce de la créature géante. Allongé sur le sol, notre protagoniste regarde la scène avec un regard vide et se demande pourquoi il se bat si durement pour sauver son ami. Galperdek se réveille alors et voit notre héros à terre et couvert de blessures. Avec un air de surprise, il fixe notre protagoniste, complètement déconcerté, et se demande pourquoi il risque tant pour le sauver.